il y a un problème éducatif souvent à la maison et à ça s'ajoute le fait que l'école est très permissive, très laxiste. Donc nous, on se débat en classe pour... moi, je sais que 80% de mon énergie passe dans la discipline. Les Occidentaux n'ont plus d'expérience de la guerre en réalité. Ou plus exactement, ils n'ont plus du tout d'expérience de la guerre telle qu'elle se pratique dans un contexte européen. Viens donc me voir, Macron, si t'es bon. Moi, je suis le roi de la nique et je te pique. Est-ce bien ici? Oui, oui, le bar de l'Omerta, c'est bien là. Jean-Luc Andiotti est là, donc tout va bien. Tatiana est là, c'est encore mieux. Et mon verre, Et voilà, on est toujours heureux de vous retrouver au bar de l'Omerta pour le dernier verre, mais ce ne sera jamais le dernier, vous le savez. Avec modération, avec modération. Voilà, on se retrouve maintenant comme tous les dimanches, et puis ça continue, et vous le savez, on est là avec... prenez l'application omerta.fr, abonnez-vous sur YouTube, soyez là, parce que vous savez que chaque semaine, on reçoit des invités qui ont des choses à dire, parce que, je vais vous dire, c'est assez rare aujourd'hui. Ils parlent de ce qu'ils connaissent, parce que chacun, chacune a son expérience, a ses connaissances, et puis ils échangent. Et voilà, ils sont venus aussi comme ça, parce qu'ils avaient envie de prendre un dernier verre, et ils vont passer avec nous le temps qu'il faut, et vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer une minute. Voilà, on est prêt, on y va, et Jean-Luc, il faut commencer par qui? Il faut commencer... On va aller tous se retrouver à l'école avec Ève Waguerland. Et oui, parce que Ève Waguerland, elle est professeure et elle a écrit... J'aurais été un bon élève avec elle. Hein? Ah, mais je sais. Commence pas à draguer tout de suite. Non, mais non, je dis ça, j'aurais été un bon élève. Je connais Gilbert. J'aurais été un bon élève. Ève Waguerland, un prof ne devrait pas dire ça. Elle a écrit un livre remarquable, Chose vue et chose tue, dans l'éducation nationale. Elle est agrégée, doctoresse lettres, et elle a publié vraiment un livre tout à fait étonnant, parce qu'elle raconte son expérience, justement, avec dès les collèges où elle a passé, avec des anecdotes, avec surtout, je dirais, un miroir qui réfléchit. C'était Cocteau qui disait un miroir qui réfléchit sur l'état de la France éducationnelle, et vous allez voir, on en parlera longuement, c'est pas piquer les hannetons. Et c'est pas Charlemagne, hein, Jean-Luc Andiotti. Ah oui, ça c'était, oui. Alors ça, on va le faire après, Rosa Rosis, parce que je vais me tuer là. Et en face d'elle, eh bien, un homme... Mauvais élève. Un avocat, très mauvais élève, mais excellent avocat, qui est un homme libre, qui fait partie de ces hommes libres, qui n'est plus affilié à un parti, je crois, Gilbert Collard. Ah non, plus aucune chaîne. Fini, pas de chaîne, etc. Pour le moment. Oui, bon, ça reviendra. Très brillant avocat, président de l'association Alternative France, député européen, ancien député du Gard, et orchidoclaste, très important, orchidoclaste. C'est là-dessus que j'ai fait ma première campagne électorale. Ah oui, tu sais ce que ça veut dire, orchidoclaste? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire casse-couille démocratique. Casse-couille démocratique. Voilà un parti qu'il faut faire, le parti des casse-couilles démocratiques. Et le mot est entré dans le dictionnaire. Ah mais c'est très très bien. Ouais, c'était mon slogan lors de la première campagne électorale. Orchidoclaste. Il y avait un journaliste sinistre qui m'avait dit, mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Je lui ai dit, moi je serai à l'Assemblée un casse-couille démocratique. Eh bien écoutez, je crois que vous avez rempli ce programme et vous allez continuer, Gilbert Collard, ça j'en suis sûr. Et à côté de vous, à ma gauche, mais ce n'est absolument pas un signe politique, Philippe Murer. Philippe Murer est économiste et souverainiste, et il a écrit « Comment sortir du capitalisme du désastre », un excellent livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy.
Alors, Philippe Murer, comment sortir? On n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, on est en plein glissement vers le désastre à tous les niveaux. On est au-delà du gaz de schiste ou on creuse, on va finir par en trouver. On creuse. Vous pensez qu'on va y arriver? Ouais, tout à fait. On va en parler avec vous. Et enfin, last but not least, Jacques Beau. Alors, Jacques Beau, j'allais dire, vous savez, c'est terrible. Tu sais que ça te vient comme ça, on ne présente plus. Le cliché absolu, qu'est-ce que ça veut dire, on ne présente plus? Si on présente, ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, et il a été ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Il a été à l'OTAN. Il a participé, il faut le dire, à des programmes en Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan en 2014 et 2017. Et là, ce que vous entendez, non, il n'était pas James Bond, mais il y avait quelque chose, Jean-Luc, il y avait quelque chose. Il a écrit Opération Z, Poutine, le maître du jeu, et il vient de faire paraître Ukraine entre guerre et paix, chez Max Milo. Et là aussi, écoutez, on est en pleine actualité, mais vous savez, c'est l'actualité permanente chez nous. Tout ce que nous allons évoquer, vous qui êtes là, qui êtes avec nous, eh bien, on va évoquer des choses qui, pour le meilleur et pour le pire, occupent l'actualité. Voilà, on est parti, on va commencer peut-être avec vous, Jacques Beau, simplement pour se dire au fond, on voit, on entend, nous on est là, on est en France, on est en Europe, on entend le bruit des bottes, on entend, et c'est terrible, des gens qui meurent tous les jours, on les voit, on se dit, c'est sur nos écrans, et au fond, on a l'impression, on est là en 2023, on est en mai-juin, et on ne sait pas où va se tourner, et ce qu'on est, le diable n'y reconnaîtrait pas ces petits, où déjà se dessinent un certain nombre de choses. En fait, la réponse est dans la question. Parce que je me demande parfois même si nos dirigeants savent où on va. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit ce dernier ouvrage, enfin, c'est le troisième sur l'Ukraine, mais c'est toujours un peu la même question. Oui, il fait partie du renseignement stratégique, c'est-à-dire c'est des gens qui conseillent. En fait, le destinataire de mes documents, c'est les ministres. En fait, ça, c'est de lui dire voilà la situation. Oui, vous donnez aux politiques, voilà ce qui se passe. Voilà. C'est l'essence du renseignement, à vrai dire. Ouais. On a les contacts, les réseaux. À vous de voir ce qu'il faut faire, c'est pas à nous. Voilà, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais ça, c'est la situation telle qu'elle est, qu'elle vous plaise ou pas. Et à partir de là, on a des gens qui sont censés être avisés et qui agissent. Mais on a l'impression d'ailleurs pas seulement depuis la crise ukrainienne, ça a commencé avec le coronavirus, ça a pris beaucoup d'autres crises. En fait, on a l'impression d'avoir des gens qui ne savent pas ce qui se passe, mais qui décident quand même des solutions. On a l'impression d'avoir des gens qui réagissent sur leur perception plus que sur les faits. Et ça concerne très certainement aussi l'économie. Moi, je suis économiste de formation à la base, donc je regarde aussi, économétricien, je ne sais pas comment on dit, mais c'est une formation plutôt mathématique, statistique à la base, donc qui est basée sur des faits, sur des chiffres, et on travaille de manière autant que faire possible, que se peut, de manière scientifique. Mais pardon, Jacques Beau, vous dites ils ne savent pas, mais pourtant justement vous et d'autres, vous leur apportez des éléments. Justement, vous leur apportez un peu ce qui se passe, et vous disiez très bien que ça leur plaise ou non. Alors comment ils ne savent pas? Alors, c'est ça qui est l'élément le plus troublant, parce que on a, tous, on a Internet, on a les médias, les médias. Voilà un ricanement qui le présage. Mais disons, il existe quand même des médias, et on a... J'ai passé suffisamment de temps dans les services, j'ai été formé dans les services américains, j'ai été formé dans les services anglais, je quand même pas seulement de contact encore maintenant, et je remarque quand je parle à des collègues ou d'ex-collègues qu'ils ont tous une analyse très différente de la situation que celle des politiciens. Donc je me dis, il y a quelque chose, il y a un courant qui n'a pas passé entre ceux qui savent et ceux qui décident. C'est comme ça. Hein. Et ça me semble être un vrai problème Alors maintenant, on parle de l'Ukraine, bien sûr, et puis on peut parler du coronavirus, on peut parler de tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème plus profond d'état de droit. Pour vous, le juge, en fait, c'est un...
l'état de droit, c'est précisément d'avoir des composantes de l'État qui communiquent entre elles sans empiéter sur les compétences des autres, mais qui fonctionnent de manière intelligente, c'est-à-dire qui comprennent ce qui se passe et qui agissent en connaissance de cause. Or, mais qu'est-ce qui vous donne concrètement, pardon Jacques, qu'est-ce qui vous donne concrètement, par exemple, donnez-nous un exemple concret du fait de cette espèce de déphasage ou de séparation entre ceux qui savent et ceux qui doivent faire. On pourrait parler bien sûr de la crise en Ukraine, puisque c'est très actuel, mais on se rend bien compte que la perception que nos ministres, décideurs ont de la situation ne correspond même pas à celle qu'ont les Ukrainiens eux-mêmes, n'est-ce pas? Même les Ukrainiens, je ne parle pas de la propagande ukrainienne, ce qui est autre chose. Zelensky et son groupe, vous voulez dire les Ukrainiens, les citoyens. Mais on pourrait parler de crimes de guerre. L'année passée, on a eu, par exemple, il y a eu toute une campagne dans nos médias sur le fait que les Russes commettraient des viols organisés et tout, décidés. Et ça a été diffusé sur tous nos médias, sans vraiment analyser la situation. Mais les Ukrainiens, eux, ont viré, le Parlement ukrainien a viré la responsable des droits de l'homme ukrainien qui avait raconté que les Russes avaient fait des viols organisés, parce que c'était faux. Tout simplement, c'était faux. Donc la responsable ukrainienne a été virée du Parlement ukrainien. Par parce que c'est elle qui est responsable, c'était une haute fonctionnaire, mais elle a été virée sur décision du Parlement ukrainien parce qu'elle racontait des choses fausses. Mais aucun de nos médias n'a retracé ça. Au contraire, on a continué sur la narrative de crime. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on voit que les faits qui sont même décrits par les Ukrainiens eux-mêmes ne sont même pas reflétés dans nos propres décisions. Jacques Beau, en fait, si je me permets, est-ce qu'en fait, nos politiques se font tromper par les médias, par les propres médias occidentaux, français, et sont devenus hors sol à cause de ça, vous pensez? Alors, c'est une bonne question. Moi, il y a certainement il y a des médias, on le sait, qui ont pris une cause déterminée et qui continuent sur cette ligne. Donc, voilà, ça c'est une chose. Mais j'ai l'impression que les politiques sont un peu des victimes consentantes dans ces choses, parce que ça conforte leur narratif. Hein. Oui, mais Jacques Beau, si je peux me permettre... bien sûr, allez-y. Quand je suis entré en politique, je croyais que les hommes politiques étaient intelligents. Et puis je les ai fréquentés. Et je me suis rendu compte qu'ils sont souvent d'une bêtise prétentieuse, absolument effarante. Vous ne généralisez pas un peu trop, non. Gilbert Collard? Moi, je vois deux hommes politiques intelligents dans l'histoire récente. Je vois Clémenceau. Oh, l'histoire récente. Non, mais récente. Non, mais il est d'une générosité folle. Ce que j'aime chez Gilbert, il allait citer Vercingétorix. Non, et De Gaulle. Non, mais je veux dire, l'histoire récente pour un historien, c'est récent. Mais hein, attendez. Non, et De Gaulle. Non, mais Gilbert Collard, je veux bien, mais je vous assiste. Depuis Clémenceau et depuis De Gaulle, il n'y a pas d'intelligence. Je suis désolé. Oh, Philippe Séguin. Philippe Séguin n'a pas eu le pouvoir. Ah, vous parlez des dirigeants. Dirigeants, oui. Vous savez, André, il y a un livre très peu connu, que beaucoup de gens devraient lire, que j'ai eu absolument par hasard, donc j'en fais pas une prétention, moi c'est la fille de l'auteur de Margerie qui me l'a envoyé. Qui était de Margerie? De Margerie, c'était en 1939-40, l'un des proches de Saint John Perse au Quai d'Orsay. Et il servait d'agent de liaison entre Saint John Perse et Paul Reynaud, et notamment Barthou. Juste avant la guerre. Juste avant la guerre, alors, parce que les ministres ne se parlaient pas entre eux. Donc il fallait un intermédiaire. Et ses mémoires, c'est un catalogue de l'immensité de la bêtise des gens qui nous gouvernaient à l'époque. Je vais donner deux exemples. Deux exemples. J'ai découvert ça en lisant le bouquin. Bon, on le trouve... Tous les matins, il fallait apporter de quoi occuper Gamelin. Le fameux on est en pleine guerre. Oui.
le fameux général, le le chef suprême, le fameux général Gamelin. Et quand on évoquait la possibilité que les Allemands puissent passer par les Ardennes, auprès de Gamelin et de Pétain, qui étaient là quand même, parce qu'ils ont eu beau de dire que c'était quand le Front populaire qui était responsable, Pétain et Gamelin étaient là. Bon, eh bien, Pétain disait « impossible ». J'ai toujours écrit que c'était pas possible. Et Gamelin ajoutait, moi je l'ai toujours enseigné à l'école de guerre. Ils sont passés par où? Par les Ardennes. Un truc qui m'a époustouflé, que je ne savais pas. Quand les Allemands sont à 2 heures, 3 heures de Paris, ils décident tous de partir pour Tours. D'abord et avant tout, pour Tours. Incroyable mais vrai, ils arrivent à Tours. Ils commencent tous par se foutre sur la gueule parce qu'il n'y a pas assez de chambres, et ils cherchent le téléphone pour communiquer. Il n'y avait pas de téléphone. Intéressant. Ils ont fait installer un téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Et j'en passe, et des meilleurs. Vous lisez le bouquin, vous tombez sur le cul. Vous vous dites, mais c'est pas possible qu'on ait affaire à des gens aussi cons, quoi. Effectivement, entre ceux qui disent... Mais aujourd'hui, c'est pareil. Mais c'est pareil. Il y en avait un qui était intelligent. C'était Paul Reynaud. Mais malheureusement, il était sous la férule de sa maîtresse, qui lui faisait peur. Et c'est elle était présente au Conseil des ministres. Oui, toujours les femmes. Et alors, il raconte de Marjorie, et j'en termine là-dessus, que lorsqu'il y avait la réunion du grand état-major, la préoccupation des autorités militaires, c'était le protocole. Qui allait parler en premier? Qui allait s'asseoir à côté de qui? Quelle place auraient les officiers anglais? Et les Allemands, pendant ce temps, ils avançaient. Mais dans les tranches des fêtes de Marc Bloch. Marc Bloch, oui. Il raconte, il y a un passage incroyable. Il avait pour tâche, lui, l'approvisionnement en essence. Je ne sais pas si vous en souvenez. Hein, bon. Et il raconte, c'est écrit noir sur blanc, qu'il est dans je ne sais plus quelle ville, ou village, pardon, et à un moment donné, il y a des chars au loin qui passent, et il voit un officier supérieur qui court après les chars en criant « Espèce de lâche, revenez! Espèce de lâche, revenez !» Et Marc Bloch court après l'officier et lui dit « Oh, ce sont des chars allemands !» Très joli, non, mais il écrit noir... Attends, c'est écrit, quoi. Bon, alors, quand j'avais des espoirs, moi, et maintenant, c'est du désespoir, quoi, parce que j'ai vraiment l'impression... Alors, quand vous discutez avec des ministres, quand vous discutez avec des hommes politiques que l'on croit importants, mais vous êtes désespérés. Moi, écoute, je suis pas d'accord avec, en fait, Gilbert. À la buvette, moi, ce que j'ai vu, Philippe je le ferai Breuer. avec beaucoup moins d'emphase, mais ce que j'ai vu, c'est une différence de niveau entre différentes personnalités politiques qui est gigantesque. Ça aussi, c'est le milieu où il y a le plus de différence de niveau. Les gens qui sont mis au même niveau par la télévision ou la radio, en fait, quand vous discutez avec eux, il y en a qui sont extrêmement intelligents, brillants, et d'autres qui sont, ras des pâquerettes, et finalement, qui citent juste les discours que leur a écrit leur assistant parlementaire. Ça, c'est très vrai aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Le problème, c'est il y a plusieurs choses. D'abord, en plus d'avoir des gens qui sont à l'intelligence qu'ils ont, on a ajouté aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui n'ont pas d'expérience. Et ça, si vous regardez aujourd'hui le paysage politique des dirigeants européens, vous apercevez qu'on a... Pas d'histoire, Il n'y a aucune histoire. C'est des gens qui n'ont souvent même pas eu de vie professionnelle avant. C'est simplement des apparatchiks qui sont arrivés. Et qui n'ont pas de métier, souvent. Qui n'ont pas de métier, mais c'est le et cas... beaucoup pas d'enfants aussi. Pas d'enfants, mais pas de vie. Pas de vie. C'est le cas de la première ministre finlandaise, là, qui se fait d'ailleurs dézinguer aux élections. Elle voulait juste faire une expérience pour être première ministre. C'est uniquement ça. Donc, on a des gens qui n'ont pas d'expérience de vie, pas d'expérience professionnelle, pas d'expérience dans la conduite, n'est-ce pas? Parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a des différences de niveau. Mais après, il y a la différence entre celui qui a un niveau élevé pour simplement réfléchir et celui qui a un niveau élevé pour décider. Décider et réfléchir sont deux choses la décision. Et alors, il y a un élément complémentaire, si je peux me permettre, c'est qu'aujourd'hui, l'acte prophétique de Guy Debord, l'inventeur du situationnisme, qui avait dit « Un jour viendra où ça ne sera plus le « je pense donc je suis » de Descartes, mais le « je parais donc je suis ». Tout à fait. Ils ne sont plus maintenant, et ça,
Je vais même Et plus il est loin. allé, juste un mot. Je dis je tweete, donc je suis. Je tweete, donc je Oui, suis. mais juste, je voudrais citer Guy Debord, la plus belle phrase, mais ça résume tout ce que vous avez dit. Il a dit, dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Du faux, c'est magnifique ça. Et il l'a dit. Alors, moi, je voudrais peut-être revenir à la base, qui est l'école, qui est le collège. Et oui, qu'elle nous parle un peu. Guerlain. Oui. Alors, vous, effectivement, vous enseignez à des gens qui... Voilà, le savoir, c'est aussi une partie du savoir. Et votre livre, il est très troublant, je dois dire, vraiment, je en parle parce que c'est de plus en plus difficile de communiquer ce savoir. Pourquoi ? Oui, le savoir n'est plus au centre de l'école. C'est peut-être pour ça qu'on a des élites aussi tellement décevantes. Elles sont elles-mêmes passées par cette école maintenant, en fait, qui n'insistent plus sur la culture, sur ce fond de savoir, ou de manière assez superficielle, en fait. Donc, voilà, les conditions d'apprentissage. Et de toute façon, la transmission du savoir n'est plus le but. Ce n'est plus l'alpha et l'oméga. C'est pas Alors, qu'est-ce qu'on l'objectif fait? On met premier. quoi? C'est l'enfant au centre du jeu? C'est quoi? Oui, alors il y a premièrement le pédagogisme qui dit que l'enfant doit découvrir par lui-même, etc. Donc ça, c'est vraiment le refus, à la base du refus de la transmission du savoir. Ça fait que le professeur n'est plus censé incarner un savoir. À ce moment-là. Il est plutôt censé encadrer des élèves mis en activité. Et effectivement, ensuite, le résultat, c'est que notre tâche, finalement, ça devient 80% de discipline. Parce que comme on a des élèves, il y a un problème éducatif souvent à la maison et à ça s'ajoute le fait que l'école est très permissive, très laxiste. Donc nous, on se débat en classe pour... moi, je sais que 80% de mon énergie passe dans la discipline. Ensuite, dans le pédagogisme, on est censé pratiquer des activités ludiques assez bruyantes et ça peut pousser plus ou moins à renoncer à la discipline aussi. Ça ne va pas forcément ensemble. Mais je voudrais, justement, juste un mot, je voudrais que vous racontiez, parce que moi, ça m'a vraiment... on a quitté l'école il y a longtemps, je crois que nous tous. Mais vous racontez, par exemple, qu'au fond, on ne peut pas exclure quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui fait du bruit, qui se fiche de continuer pas, on ne peut rien faire, pratiquement. Parce que vous avez eu des cas comme ça, de gens qui vous narguaient, enfin, qui vous narguaient, pas seulement vous, mais comme professeur qui fait du bruit, qui fait des trucs, qui s'en fout. Et en fait, rien ne se passe. Oui, il y a une pression très forte qui est mise sur les enseignants pour que... Pas de vague. Ouais, et puis l'objectif premier de l'école qui est de garder toute une classe d'âge entre les murs d'une salle de classe avec un adulte pour les surveiller. Quand je disais tout à l'heure que le savoir n'est plus l'objectif numéro 1, l'objectif c'est plutôt d'acheter la paix sociale en ayant toute une classe d'âge sous surveillance et pas dans la rue à dealer. C'est une phrase typique de chef d'État. Et pas dans la rue à dealer. Ah oui, à dealer, oui, c'est ça. Comme il ne faut pas qu'il dise dans la rue, voilà. Soyez... mais ils vous disent, attention, ne sévissez pas, ne sanctionnez pas, etc. En fait, vous, les profs. Comme l'idée, c'est l'inclusion et d'être... la priorité n'est pas qu'il y ait une instruction qui se passe en classe, mais que tout le monde soit dans la boîte, comme je dis dans le livre. Hein. C'est vraiment cet objectif que tout le monde soit, encore une fois, entre quatre murs. Est-ce qu'il y a une instruction qui se produit ou pas dans ce cadre-là? C'est vraiment pas le souci premier, ni des chefs d'établissement, ni de la hiérarchie encore au-dessus. C'est vraiment d'avoir tout le monde dans la boîte. Et donc, on pousse, on contraint les professeurs à ne pas exclure parce que c'est pas l'objectif. Et de toute façon, si nous, on sanctionne à notre niveau, on est très vite réduit à l'impuissance parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre quelques heures de colle, voilà, c'est dérisoire. Dans beaucoup d'établissements, ça n'est même plus possible. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que vraiment le chef d'établissement, lui, à son niveau, sanctionne. C'est le seul d'ailleurs qui peut. Et il ne fait pas parce que lui-même, encore au-dessus, a une hiérarchie qui l'en empêche. Et tu sais, vous savez, pardon, ça contamine les tribunaux. Hein. Ça contamine les tribunaux. Il y a des magistrats qui s'est pris une godasse sur le coin de la gueule il y a très peu de temps. Il y a de plus en plus d'échauffourées, d'insultes. Il y a une continuité de la discipline. Il y a une chose on a affaire à des problèmes de société. Ça va même, ça va même avant l'école. En fait, parce que, en réalité, d'ailleurs, on parle d'éducation nationale. En Suisse, on a changé. Avant, on parlait d'instruction.
Maintenant, on parle d'éducation. Et nous aussi, c'était Or, l'instruction publique voilà, et c'est devenu l'éducation exactement. nationale. Moi aussi, Auparavant, l'instruction. l'éducation, c'était le domaine de la famille, c'est le domaine des parents. Tout à fait, oui. C'était le domaine où on apprenait les gens, la bienséance, le respect des autres, le respect des différences, le respect... Tous les restes, c'est ce qu'on a appris quand on était gamin, on apprenait à la maison. Mais aujourd'hui, les parents ne remplissant plus cette tâche essentielle qu'est celle de parents, eh bien, on délègue ça à l'école. Et j'ai eu le plaisir d'enseigner à l'époque où j'étais étudiant, et puis il me fallait me financer, donc j'étais étudiant un peu à mi-temps, mais j'ai quand même fait un diplôme d'enseignement dans l'enseignement secondaire, et j'avais des jeunes qui avaient l'âge de lycéens à peu près. Mais... Je me rappelle d'une fois où j'avais un élève qui était pas venu pendant quelque temps. Ça fait quand même quelques années, hein, du coup. Et puis, un jour, j'informe quand même son père pour lui dire que je n'avais pas vu ça. Il me dit « Ah oui, vous ne l'avez pas vu. Bah, écoutez, la prochaine fois que vous le voyez, vous pouvez me rappeler pour me dire qu'il est là. » Ce qui montre qu'il avait complètement délégué à l'école la tâche qui était la sienne. Oui, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un père ou une mère qui tire l'oreille de son enfant ça, c'est se retrouve en correctionnel? Je veux dire que... En fait, on est dans le refus de l'autorité. Oui, il y a l'autorité nécessaire pour la formation des jeunes, quoi. C'est un triyomhe de l'anarchie bakouninienne ou proudhonienne, quoi. Qui finit par la dictature, comme Platon l'avait montré. C'est flatteur pour Mais eux. ils voulaient la disparition de l'autorité, mais au prix d'un effort spirituel gigantesque. Mais- Bon, donc, c'est sous forme de boutade que je dis ça. Juste un mot, moi je voudrais vraiment Eva, pardon, je dis mais Eva, je sais pas pourquoi, c'est Jeanne Moreau qui me... que vous racontiez, c'est formidable, il y a une anecdote dans le livre d'Eva Guerlain, où vous racontez que quelqu'un, mais comment vous racontez en année négative, mais qu'est-ce que ça veut dire? Racontez cette histoire qui est magnifique. Alors, je n'ai pas saisi l'allusion. En année négative... Avant JC et ah après oui, JC. oui. Bah là, c'est plus sur la Racontez question de l'autorité, c'est sur la question du savoir, vraiment. Ouais. Et oui, ça m'est arrivé de me retrouver devant une classe de lycée où une élève de seconde, ne comprend pas pourquoi les dates d'un auteur de l'Antiquité sont en ordre décroissant, en fait. Et Moins surtout, 40, moins 20, moins 60. ce qui est terrible, surtout, c'est l'attitude d'indignation, en fait. C'est ça qui est très désagréable, en fait, très souvent chez les élèves aujourd'hui. Pourquoi vous dites moins Mais 40, ils sont moins très 60? vindicatifs, c'est-à-dire quand ils ne comprennent pas quelque chose, au lieu modestement de s'interroger et d'interroger le professeur pour comprendre, voilà, il y a une attitude vindicative, de rejet immédiat, assez violente, assez agressive, mais pourquoi et qui remet tout de suite en cause. C'était forcément moi qui avais marqué n'importe quoi au tableau, et j'ai vraiment dû lui faire une frise chronologique en mettant le zéro et les attentes. Pour lui faire comprendre, ça a été très long, en seconde, de faire comprendre ça. Voilà, Mais alors, des est-ce que choses vous comme ça. n'exagérez pas un peu quand vous mettez dans votre livre, quand vous dites d'avant JC, il se demande si c'est Jackie Chan ou Jacques Chirac? Ah oui, alors ça, je Non, l'ai mis pour la blague, mais par contre, c'est vrai que je me suis déjà rendu compte, en leur posant la question comme ça jusqu'au lycée, en fait, JC, là, c'est... JC, ils ne savent pas qui c'est. C'est quoi? Il y avait vraiment un flottement. On est dans un sketch des inconnus, là. Oui, là, ça Non, devient... mais on mesure pas l'abîme culturel qui a été creusé. Ouais. C'est ça. Par refus de la culture aussi, et un refus totalement moi, idéologique. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous tous ici, mais parfois il me faut un interprète pour dialoguer avec certaines personnes. Ou alors c'est peut-être eux qui auraient besoin d'un interprète pour me comprendre. Hein. Je ne veux pas être de parti pris, hein. Mais il se passe quelque chose quand même dans le langage qui est grave. C'est qu'on est en train de ne plus parler en France même la même langue. Oui. Et ça, c'est il y a une destruction. Vous le vivez, ça, ou pas? Il y a une destruction du langage dans certains milieux sociaux. Déjà, on a de plus en plus de jeunes qui fonctionnent avec un vocabulaire extrêmement restreint. Enfin, c'est vraiment combien de mots dramatique. Je ne sais pas, peut-être quelques centaines. 200, on dit. C'est ça, je dirais peut-être 200. Et quand on les entend parler, en fait, ils utilisent constamment des béquilles de langage qui tournent en permanence, en boucle. Et voilà, donc il y a un petit contenu qui est répété à l'envi,
Et on meuble la phrase avec les expressions typiques des jeunes, importées du vocabulaire, du rap, Par exemple, ou même du trafic de drogue. Donc des phrases remplies oui, de quand Wallah, vous dites Wallah, des wesh. béquilles de langage. Oui, c'est quoi? C'est des phrases de rap, des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est souvent Bah, des ta choses mère, putain, extrêmement agressives. Donc maintenant, on a vraiment le Wallah qui s'est imposé, qui meuble tout. Ça pose des problèmes de laïcité aussi dans les établissements scolaires parce qu'on avait wesh, on est passé à Wallah, qui de plus en plus change en au nom d'Allah, qu'on entend. Ah, c'était wesh, mais là c'est Wallah, et ce sera ça devient au nom de plus en d'Allah. plus religieux. On l'entend constamment résonner dans les couloirs des écoles. Il y a des élèves qui jurent constamment sur le Coran de la Mecque, etc. Et ça crée aussi un climat d'agressivité langagière c'est constant. très important, Parce ça. que c'est tout le temps agressif, en fait. C'est-à-dire, ils font une phrase, donc ils s'interpellent uniquement en disant frère, frère. Et après, Wallah est très souvent assorti de fils de pute. Et ça tourne en boucle, en fait, et c'est atroce. Mais vous avez un proviseur c'est marseillais vraiment qui a écrit un livre qui s'intitule « Proviseur ou imam de la République ». Ouais. Et il explique ce que vos propos se rencontrent, du reste. Il dit que il est impossible d'intervenir, que la hiérarchie ne suit pas, que c'est impossible de prendre la moindre mesure sur la de question punition, de la laïcité, c'est absolument terrible, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de parler de formation à la laïcité, il faut mieux former les professeurs à la C'est de la laïcité. blague, ça, il n'y a pas de formation Mais à en la fait, laïcité. on n'a pas besoin de nous expliquer. Tout le monde sait très bien qu'on n'a pas le droit de venir avec un voile à l'école, mais le problème, c'est que si on n'a aucune mesure de sanction possible, si les élèves Ça, y qui a pas de commettent des sanction. atteintes à la laïcité ne sont pas sanctionnés, si les parents qui menacent les professeurs ne sont pas poursuivis en justice, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme type de poursuite dans ce genre de cas, j'ai l'impression que c'est... Normalement, c'est un délit. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le professeur est déplacé, ça c'est sûr. Et Ève, j'ai une question. Est-ce que si on arrêtait le pas de vague, donc il y a un ministre de l'Éducation ou de l'Instruction nationale qui arrive et qui dit maintenant c'est fini le pas de vague, le retour de l'autorité à l'école, au niveau et les directeurs soutiennent les profs. Et les profs eux-mêmes, on leur demande de faire de l'autorité, parce que tous ne sont pas pour l'autorité aujourd'hui. Est-ce que ça changerait beaucoup de choses? Il va y avoir une résistance idéologique de la part des professeurs. D'accord. C'est le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qui sont nécessaires ne seront jamais revendiquées par... Jamais vous ne verrez une manif de profs réclamant de l'autorité. Ils sont les premiers à ne pas vouloir d'autorité. Alors qu'ils souffrent de l'indiscipline, comme vous le dites. Ils sont le fruit de cette idéologie progressiste qui a abattu l'autorité. On peut dire que c'est post-68. Oui, c'est ça, c'est post-68 art. C'est vraiment mettre l'autorité par terre. Et on le voit dans une salle des profs, il y a tout le temps des discours anti-flics, caricaturaux, alors que nous sommes nous-mêmes dans la fonction publique. Enfin, je trouve ça assez hallucinant. Et moi, ma fille qui était dans les collèges, puis lycées, plutôt dans des beaux quartiers, me disait qu'il y avait, dans certains cours, des problèmes de discipline pour elle. C'est-à-dire qu'elle pouvait peu comprendre le cours parce qu'il y avait trop de chahuts. Oui. Le prof qui... moi, je me rappelle de cet événement qui avait provoqué une polémique. L'installation d'un fonctionnaire de police, encore en activité ou plus en activité, je ne sais plus. Dans un établissement scolaire. Dans un établissement scolaire. Ouais. Et c'était les professeurs qui s'étaient indignés du fait qu'on puisse installer comme surveillant général un flic. Alors qu'on en a un peu besoin. Enfin, en fait, non, mais ils sont complètement contaminés par l'idéologie de 68. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce dont vous parlez, on va revenir aussi à Torres, mais on a parlé aussi avec Philippe Murat il y a quelque temps. C'est qu'au fond, on se demande si on n'est pas entré dans l'ère de la résignation. C'est-à-dire dans l'ère de l'acceptation de tout en disant « oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est gentil, vous voulez changer, on ne veut rien faire ». Et avec Philippe Murat, on parlait par exemple de cette idée qui était parue notamment dans cette revue France Stratégie, où on a vu que, par exemple, alors que la Déclaration des droits de l'homme sur la propriété, on a vu que c'était dans les cartons, on ne dit pas que ça va se passer, que le territoire construit de la France allait être préempté, ou en tout cas coopté par l'État. C'est-à-dire que vous avez une propriété, vous avez une maison, va devenir locataire mais de l'État. le terrain, voilà, et vous devriez plus ou moins payer une colocation. Ce qu'a fait Staline, du reste. Oui, mais je veux dire, on n'en est pas encore là. Mais Philippe Murat, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Moi, je pense que cette résignation, elle est due à l'Union européenne.
Pour une raison très simple. Depuis les années 90, chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, se battre contre les retraites, la réforme des retraites déjà de Juppé, on vous disait oui, mais l'Union européenne nous impose d'avoir un budget. Quand on voulait se battre contre le glyphosate récemment avec Macron pour trouver des solutions alternatives, ben ça a été oui, mais on ne peut pas le faire parce que l'Union européenne l'empêche. Quand on voulait se battre contre les accords de libre-échange qui tuaient nos paysans, notre industrie, on dit oui, mais on ne peut rien faire parce que c'est l'Union européenne. Et tout ça, le fait que finalement nos présidents sont plus que des gens qui font du théâtre politique et l'essentiel se situe au-dessus et au-dessus de notre vote, finalement, a fait que ça a créé cette résignation. C'est un phénomène très très pervers d'être gouverné par des gens qui ne sont responsables devant personne et qui sont cachés. Parce qu'en plus, ils sont cachés par les journalistes. Et alors, imaginez-vous que nous avons un citoyen ici qui échappe miraculeusement à cette chose. Jacques Beau, en Suisse, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et deuxièmement, ils ont des référendums tout le temps. Ils ont la Convention européenne. Presque. Vous savez, André, On a la Convention européenne. Ils ont la Convention européenne, Et attention. on a des traités bilatéraux. Vous avez Schengen. Pardon ? Vous avez Schengen. On est sur Schengen aussi. Voilà. Mais ça n'affecte pas trop la vie Non, politique. de toute façon, Et le principal obstacle, Non. d'ailleurs, à notre adhésion à l'Union européenne, c'est le droit de référendum. Parce que à partir du moment où vous êtes dans l'Union européenne, vous pouvez faire tous les référendums que vous voulez, mais c'est Bruxelles qui prévaut sur la législation. Ben, on l'a vu en 2005. Hein. Voilà. Le dernier référendum. Quand on arrive au Parlement Jacques européen... Beau, moi, j'ai un ami qui est dans la haute administration en Suisse et qui m'a dit les élites suisses voudraient rentrer dans l'Union européenne. Quelle folie. Et c'est à cause du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, qu'elles n'y rentrent pas parce qu'elles savent que immédiatement les citoyens suisses diraient non. C'est Moi, je exactement suis ça. étonnant. Vous voyez, Non, c'est tout à fait juste. Mais il y a beaucoup d'intellectuels. De nouveau, il y a l'idée européenne qui, en soi, si on la regarde de loin, est une belle idée. L'idée qu'on soit tous ensemble, tout le monde se serre la main, tout ça, c'est très sympathique. Le problème, c'est l'application de la chose qui, manifestement, est pour le moins perfectible. Et surtout, pour un parce que en Suisse, on décide de tout. On décide de nos impôts, on décide de n'importe quelle loi d'aménagement communal, cantonal, etc. Donc, on décide des budgets à défendre, on décide s'il faut acheter un avion de combat ou pas. J'entends, le référendum va très très loin. Et c'est, traditionnellement en Suisse, quelque chose auquel les gens sont attachés, parce que ça leur donne... D'abord, ça leur donne le rôle de citoyen dans un pays démocratique. Je ne vais pas revenir sur l'étymologie, mais on y est. Et ça, c'est quelque chose dont la perspective de démanteler ça horrifie les citoyens d'une manière générale. Donc ça c'est une chose. Mais à part ça, on subit les mêmes évolutions, parce que tout ce que vous dites pour l'enseignement en France, alors c'est peut-être pas aussi accentué parce que par le fait que nous n'avons pas eu une émigration aussi importante quantitativement qu'en France, on n'a pas les mêmes disparités et donc les écarts entre des élèves est peut-être moins grand. En tout cas, ça dépend des régions. Genève, c'est plus grand que, par exemple, dans un canton comme Unterwald, par exemple, où on a une population très homogène, très germanophone, etc. Donc on n'a pas ces mêmes problèmes. Néanmoins, je reconnais les mêmes... La tendance est la même. Ouais. On a finalement, et c'est là, il y a quelque chose qui, à mon avis, va au-delà de l'Europe, c'est les tendances vraiment sociétales, c'est des gens qui n'acquièrent leur culture et leur savoir que par Twitter, n'est-ce pas ? C'est Facebook et Twitter qui aujourd'hui guident le monde. Et quand on parlait tout à l'heure des politiques, pour revenir à ça, je suis quelquefois surpris de voir, j'avais étudié le cas par exemple de ce détournement d'avion qui avait eu lieu au-dessus du Bélarus il y a 3 ou 4 ans. Et vous aviez des dirigeants européens qui, avant même que l'avion soit atterri à Minsk, donc avant même de savoir quel était le dénouement et d'ailleurs même le déroulement des choses, demandaient déjà des sanctions contre le Bélarus, les dirigeants européens. Donc ça montre que finalement, on disait ça tout à l'heure, les gens
nos dirigeants réagissent, le but, c'est d'être présent et de diriger. On n'essaye pas de savoir, on n'essaye pas... C'est faire de la communication, du théâtre politique. Mais ça va même plus loin, parce C'est qu'il n'y a même pas compliqué, cette c'est plus culture de compliqué. s'informer avant de Si réagir. je peux me permettre, Oui. tout ce que vous dites est très vrai, hein, je partage complètement votre point de vue. Mais tu as été député européen, toi? Non. Quand on Vous entre- l'avez été, Gilbert. Je le suis. Ouais, vous l'êtes, Bon, oui. je suis pas fier, hein, mais je le suis. Bon. Quand Oui, ça ne se voit pas. Bon, ça, ça doit pas. Non, c'est pas encore. Quoique d'un point de vue mental, ça agit. Ça va, agit, ça agit, bon. Tu n'as pas le langage conforme et Oui, technocratique. c'est ça. Faudrait que tu c'est t'améliores. ça. Voilà, mais tu vois, il y a une. Pas dans le moule. Tu te sens dès que tu arrives à Strasbourg ou à Bruxelles, Ouais. englué. C'est vrai. Mais vraiment, c'est une sensation physique que seul Kafka a pu décrire. Je suis tout à fait Que d'accord. seul Kafka a pu décrire. Tout le monde se perd. C'est-à-dire que c'est kafkaïen. c'est- C'est-à-dire pendant 3 mois, Ah moi oui, j'étais oui. assistant parlementaire de Marine Le Pen. Pendant 3 C'est- mois, on on, est- se on est- perdait on tous. se perdait. Et ça, c'est pas innocent. D'abord, rien dans le mécanisme politico-bureaucratique et administratif n'est innocent. C'est une mise au pas. L'administration domine. Sache-le bien, député. Tu es soumis à une bureau-technocratie. On te tamponne, on te file Ouais. une C'est-à-dire que toi, carte. élu, tu es le Tu es serviteur de la ou merde. tu es le... Tu es ouais, de tu la es- merde. Tu ne comptes pas. Voilà. Un député européen, qu'on arrête de raconter des histoires, ne représente rien et la plupart du temps ne comprend rien. Et quand les députés européens posent des questions, et même Marine Le Pen, donc des députés européens quand même qui ont Ouais. une aura et une puissance, posent des questions au commissaire européen, Personne ne répond. il ne répond pas. Déjà, il fait parler les 10 députés de Oui, oui, suite. non, mais Donc vous, tu poses 10 Ah, questions. oui, oui. Tu imagines Et je une vais fois qu'il a répondre pile aux de 10 questions et après rien. La dernière répond à fois, ce qu'il veut. que j'ai Voilà. pris la parole au Parlement européen, j'ai parlé devant combien de députés, à ton avis? C'est pas que mon cas, hein. Que ce soit Bellamy, que ce soit n'importe quel député qui prend la parole. Ils sont combien? Ils Enfin, sont 700 et quelques. En tout, ils sont 700. Plus de Et 700, alors, il y avait 700, combien de gens? je crois, bon, 10 personnes. Oui, mais parce que tu n'es pas Justin Bieber. Non, Gilbert Collard, c'est ça j'ai le pris la problème. précaution de te dire avant, parce que je connais ta vilainie, Je sais. j'ai pris la précaution de dire avant que serait-ce Bellamy ou Morano, c'est Ouais, pareil. ouais, je comprends. Regardez les vidéos du Parlement européen. C'est vrai, Mais c'est ça vrai, c'est encore, vrai. on s'en fout. Non, enfin, non. On s'en fout. Mais on vend aux gens l'idée qu'il y a un Parlement, mais il n'y a pas de Parlement. Il n'y a pas de représentation démocratique. Non, C'est une bureau-technocratie qui Et il décide n'y a pas le de droit d'initiative, tout. c'est la Commission Il y a européenne pas qui de- propose et le propose. Parlement Et vote. Laquelle Commission européenne, avec von der Leyen, est en train de s'est attribué des pouvoirs et est en train de s'attribuer des pouvoirs qu'elle n'a pas le droit d'avoir, notamment en matière de santé. Et de défense. En ce qui concerne la Covid, ils se sont octroyés le droit de signer le contrat pour Les acheter contrats. les vaccins. 70 à milliards de Pfizer. dollars. Bon. Et de défense avec la fourniture d'armes par l'Union européenne. alors que c'est Et le pas- rôle que joue Ursula von der Leyen dans le conflit Mais entre alors, l'Ukraine attendez, et la moi- Russie est très ambigu. Oui, alors question Oh, à il est- Philippe il Murer, est pire question à tout le qu'ambigu. monde. Pardon. Hein, pardon Mais- Il est pire Il qu'ambigu. est pire qu'ambigu, Non, il est, Non, mais il est même plus ambigu il est du reste, hein, univoque. ouais. et c'est d'ailleurs Expliquez-moi ça qui est dramatique. pourquoi aujourd'hui, en 2023, personne n'est capable de sommer M. Bourla, d'un côté, le PDG de Pfizer, et Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de révéler leur SMS. Mais je l'ai Parce demandé, qu'ils moi, à sont- la tribune. Je Mais- l'ai demandé. oui, non, Mais mais parce- beaucoup de gens l'ont demandé. Mais parce rien. qu'ils sont au-dessus Mais des lois. Ils sont au-dessus des lois. Et tu crois, si on n'arrive pas à comprendre ce que représente un pouvoir bureau-technocratique, on ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne. Tu te heurtes à un mécanisme bureaucratique. C'est-à-dire que ton courrier, quand on pose des questions, par exemple, sur telle ou telle interprétation, on ne te répond pas. On te renvoie à ta question. On a bien pris bonne note que vous nous avez demandé, en vertu de l'article machin qui renvoie à l'article. Alors, tu as affaire à des gens très compétents sur le plan technique. Hein. Il te faudrait des heures pour pouvoir comprendre ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils sont chacun dans des domaines très particuliers. Mais ils ne répondent pas. Mais ils ne c'est ça. répondent pas. Alors- Et il faut aussi savoir un truc qui est important quand même dans l'Union européenne, c'est que c'est devenu une nomenclature. On y est de père en fils. Le papa d'Ursula, qu'est-ce qu'il faisait? Ne demandez pas le grand-papa.
Grand-papa, je me permets de demander. Non, non. Et puis, Ça la mettrait en fureur. Et puis, vous ne pouvez pas incriminer Ursula. Ça la ce que mettrait, vous ça la son mettrait en grand-père. fureur, N'exagérons pas. donc je ne vais pas l'évoquer. Mais le papa d'Ursula, il travaillait au Parlement. Ouais. Comprenez? On est chauffeur du Parlement de père en fils. Mais notez que le Parlement, techniquement parlant, on l'appelle Parlement, mais en réalité, il n'a pas du tout les fonctions d'un Parlement. Ah, pas déjà, du tout. déjà, techniquement, la description, le job description, en quelque sorte, On est d'accord. n'est pas celle d'un Parlement. Donc ça commence par là. On a tendance à comparer avec ce qu'on connaît dans nos pays. Il fonctionne encore que Et dans encore, nos pays. maintenant, Voilà, c'est extrêmement, de nouveau, perfectible. Mais le Parlement européen n'a pas du tout la même fonction. Vous savez quelle est la durée d'intervention d'un député européen sur une question? C'est dans de 4 minutes, je crois. Vous rigolez, vous voulez faire fortune. C'est 2 minutes. 2 minutes, ouais. Ah, c'est un coitus interruptus. Interruptus, oui. Intéressant. Mais alors, moi, je crois, j'essaie de, comme on dit, connecting the dots, comme on dit en américain, de relier. C'est quand même formidable parce que vous parlez, là, du Parlement européen et je reviens à ce que disait Eva Gerland à l'école. On a l'impression que l'idée, aujourd'hui, mais de haut en bas de l'échelle, de l'enfance, etc., à l'âge adulte, c'est de dire circuler et rien à voir. Oui, C'est ça. Quelque part, c'est ça, ce que vous êtes en train de dire. La société se désagrège, L'univers. il faut surtout pas le dire. Et si vous le dites, vous êtes un lanceur d'alerte. D'ailleurs, si vous êtes un lanceur d'alerte aujourd'hui, eh ben, votre vie va mal se terminer. Mais Mais vous êtes déjà et- complotiste. Et c'est Et- pareil et- d'ailleurs et- aux États-Unis. Essayez de contacter une administration. Essayez. Il n'y a Donc, personne. Oui, c'est vrai que nous, dans l'enseignement, on connaît ce système un peu kafkaïen. J'en fais un peu la satire dans le livre. Le rectorat, notamment, c'est vraiment... On n'a pas de réponse. On Alors, n'est pas racontez certain le que rectorat, les oui. gens, qu'il y ait vraiment des personnes physiques là-dedans qui soient derrière, parce qu'on n'a jamais de contact direct avec Bah, vous ces avez quand personnes même un qui contact nous direct gèrent. avec le rectorat, quand même. Ah non, non, dans c'est votre- impossible de les avoir au téléphone. Voilà. C'est Ah bon c'est complètement désincarné. Quand on a un problème et qu'on a vraiment besoin de se tourner vers eux, c'est quasiment impossible de les contacter, alors que ce sont nos gestionnaires et notre hiérarchie, voilà. en fait. Donc là c'est vraiment C'est une kafkaïen pour le technique, coup. hein, D'où les Oui, dirigeants oui, hors oui. sol et les mauvaises décisions, puisqu'ils Oui. ne connaissent pas la base, le terrain, ce que vous vivez, en Mm. fait. au quotidien. Oui, On c'est appelle la vraiment technocratie, mais la totalement mauvaise, du déconnecté, coup, parce que Mm. une bonne technocratie, encore, devrait être en adéquation avec les problèmes effectifs. Mais ce qui est étonnant, c'est que, d'après ce que... C'est la technocratie qui a pris le pouvoir. ça, La on le bureau sait. technocratie. Ouais, enfin, la bureau technocratie. Ça s'est aggravé. Hein. On vous a vu les autorités régionales de santé en matière de Covid. Où il y a qui pas de occupent médecin. 30%, voilà. Dans lesquels il Où n'y a pas de médecin. un seul médecin. Ah. 30% des... Ça fait du fric, hein, ça fait du... Ça, il faut quand même le Et je ne savoir. parlerai pas de McKinsey, etc., etc. Mais Philippe Hurer, on revient à ce qu'on disait. Par exemple, une décision qui, un jour, qui, j'espère que ça n'arrivera pas, qui dirait, voilà, on en a parlé. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, 5 millions de propriétaires en France, en tout cas, si vous ne faites pas vos travaux d'assainissement, de dépollution, etc., vous ne pouvez pas louer. Et bientôt, vous ne pouvez pas vendre. Oui. Donc, il y a ça. Mais ça veut dire qu'au fond, il y a une chose, et je vous interroge, donc on est soi-disant en démocratie, mais il y a des niveaux de décision qui échappent complètement et au peuple et à la population, etc. C'est sûr. C'est ça. Ils ont aucun respect des hommes et des êtres humains derrière, pour vouloir spolier de la propriété des gens qui ont mis une vie pour acquérir une maison. Bah, et les banques, Avec des quand- sacrifices. Quand on t'informe, quand Voilà. tu reçois tous les ans un papier de ta banque te disant que si la banque fait faillite, au-delà de 100 000 euros, ils te prennent tout. C'est clair. Mais, Et oui. ils n'ont aucun Non, respect mais- non plus et pour en les plus, médecins. Et en plus, tous les ans, ils nous l'écrivent. Pour les médecins, de la même manière, les médecins doivent avoir le droit de soigner Non, mais attends. et de soigner leurs patients avec leur connaissance, leur Et ils expérience, l'écrivent. leur connaissance du patient. Et finalement, le médecin, maintenant, est dépossédé par Véran et par les ministres de la Santé qui disent non, le protocole, c'est ça. Nous, on sait. Donc, si eux font une erreur, c'est une erreur pour tout le monde. Et il n'y a aucune créativité. Parce que s'il y a eu de la créativité dans la crise Covid et des gens qui ont trouvé des traitements, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient un peu électrons libres, comme Raoult à l'IHU, Perron, etc. Et donc, il y a un écrasement de la Ce qui est productivité. extraordinaire, c'est qu'on a dit aux médecins, surtout, ne vous occupez pas de vos malades. Ah Ne oui. les Et soignez on a rien à pas. faire. Hein. Ne les soignez pas, ne donnez pas de traitement. Voilà. C'est quand même Primum absolument- non serré. C'est quand même- Est-ce que c'est valable, là, au niveau de la guerre aussi, au niveau de la guerre, enfin, de l'exercice de la guerre tel qu'on le voit? Est-ce qu'il y a les sachants? Parce que ce que vous avez dit, vous, Jacques Beau, c'est que les sachants, on a l'impression qu'ils ne savent pas. C'est ça.
Et c'est... Alors, bon, si on parle de l'Ukraine, puisqu'on parle de guerre, puisqu'on évidemment, parle on parle d'Ukraine, de l'Ukraine, on a un phénomène qui est presque pire parce que les Occidentaux n'ont plus d'expérience de la guerre en réalité. Ou plus exactement, ils n'ont plus du tout d'expérience de la guerre telle qu'elle se pratique dans un contexte européen. Ouais. Ils ont l'habitude de faire la guerre au Moyen-Orient, en Afrique, par Irak interposé, où il n'y a pas de menace aérienne. Une guerre urbaine. Ouais. C'est des guerres, oui, et encore, parce que vous pouvez tirer à travers les murs souvent, voilà, parce que, oui, etc. Oui. Donc on est dans des contextes très différents. Mais surtout, il n'y a pas de menace aérienne, il n'y a pas de guerre électronique, etc. Et c'est exactement... Les Ukrainiens ont été formés à cette école-là. Et c'est exactement pourquoi les Ukrainiens sont faibles par rapport aux Russes. Il y a certainement des éléments, mais ce n'est même pas les éléments numériques, puisque la Russie a attaqué l'Ukraine en février 2022 avec un ratio défavorable de 1 contre 3. Ils avaient mis 120 000 personnes. Il y avait même pas 120 000 personnes, 120 000 Russes contre 200 à 300 000 Ukrainiens de l'autre côté. Donc, si vous voulez, ils sont partis dans un rapport défavorable, et pourtant, les Russes ont tout de suite acquis des positions plus favorables au niveau opératif. Ça veut tout simplement dire que l'armée ukrainienne qui avait été formée par les Occidentaux a été formée à la mauvaise guerre. Par les Américains. Par les Britanniques aussi. Parce que les Français aussi. Hein. J'ai même été, j'étais là pendant cette période d'ailleurs, puisque je travaillais à l'OTAN, et comme j'ai travaillé des questions d'état de droit et des choses comme ça, on m'a dit, comme il y a des problèmes de lutte contre la corruption, allez voir comment ça se passe. Et je suis allé. Mais... Vous êtes allé à Maïdan à ce moment-là, dans les 2014. C'était juste après Maïdan. Après Maïdan, oui, d'accord. Vraiment quelques semaines après. Donc après 2014-2015, oui. Et là, j'ai vu qu'on a formé, je pense, quelque part de bonne foi, mais sans réaliser qu'on les formait pour une guerre à laquelle personne n'était prêt en réalité. Et c'est amusant parce que très récemment, il y a des militaires ukrainiens qui se sont plaints, et qui ont, d'ailleurs dans la presse anglo-saxonne, qui ont dit on a été formés par des militaires. Les Ukrainiens se moquaient même de leurs instructeurs anglais et américains. Parce qu'ils disaient, en fait, vous n'en savez rien. Et c'est... Le drame qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on les incite à continuer à faire une guerre, alors qu'on sait qu'ils ne sont pas formés pour la bonne, et qu'eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas été formés pour la bonne guerre. Ouais, c'est ça qui est c'est assez, quand on voit, c'est à la fois cynique, et dramatique, tragique, et parce qu'on sait qu'on les a formés pour la mauvaise guerre. Et on savait que quand on a... Parce qu'on a tout fait pour inciter à ce qu'il y ait ce conflit. Je ne veux pas entrer dans les détails, peut-être on pourra revenir dans la discussion. Mais on a tout fait, oui, je suis bien d'accord. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des rapports déjà en 2019 qui disaient « ne le faites pas, parce que c'est l'Ukraine qui va en subir les conséquences ». D'où la consommation d'armement, du reste. D'où la consommation d'armement, bien sûr. Comme dit l'autre, on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien, quoi. Oui, c'est ce que disait Lindsey Graham, qui est d'ailleurs, à part ça, a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait abattre Vladimir Poutine. Donc, on est dans un monde, quand même, quand vous avez des politiciens qui commencent à réclamer la tête de politiciens d'en face, on n'a même pas eu ça pendant la guerre froide. C'est une forme de terrorisme. C'est une forme de terrorisme. Ça n'est pas une forme, c'est du terrorisme. À partir du moment où vous commencez à pousser les autres à aller assassiner d'autres gens, on est dans le terrorisme. Alors, il est peut-être avec costard-cravate, mais on est dans la même idée. Voilà. Ce qui me frappe, c'est ce consortium européen d'intérêts. Et je cherche, j'ai ma réponse, mais elle est périlleuse. Donc je la tairai, vu que je suis un lâche qui a du courage. Il me rappelle Woody Allen, Gilbert Collard. J'ai les réponses, où sont les questions? Oui. Mais quel est le consortium d'intérêts qui motive Biden? Bon, Biden, on sait quand même le rôle que son fils joue en Ukraine. Biden, Macron, Ursula et compagnie, quoi. Parce que ils ne peuvent pas manquer de lucidité au point de savoir qu'ils nous ont engagés
dans une prise de risque Il y a les terrible, intérêts, quoi. Gilbert, il y a les Il y a des intérêts, il y a intérêts- les ventes, il y a Moi, les je pense qu'il y a des gendarmes, il y a intérêts tout le financiers reste. colossaux. Ben, bien sûr. Il y a des partages d'intérêts dans lesquels tous ces gens sont Alors- partie prenante. Alors, Derrière, il y a l'État profond américain, quoi, en fait. Il y a l'État profond Il y a l'État américain, profond américain. qui a doublé son Philippe. chiffre, triplé son chiffre La d'affaires Russie, qui est en l'ennemi ce qui concerne historique. l'armement. Mais vous voyez, Voilà. oui, peut-être non. Parce que, vous voyez, par exemple, il y a des sanctions. Oui, peut-être non, Non, sur non. quoi, pardon? Justement, Il j'y va viens. l'expliquer. Les Américains ont déconseillé les Européens de prendre certaines mesures, notamment sur les produits pétroliers. C'est Janet Yellen. Sur l'embargo, vous voulez dire? Sur l'embargo, oui, tout à Ouais. fait. Janet Yellen, qui est donc secrétaire de Trésor américaine, qui a dit aux Européens, ne le faites Oui, pas. mais pourquoi l'ont-ils fait? Alors ça, c'est la bonne question. Moi, vous savez, j'ai tendance, je ne sais plus quel politicien français disait que quand il y avait un problème, il fallait toujours privilégier un peu la connerie. C'est Edgar Faure. C'est Michel Rocard. Rocard. Michel Oh, c'est Rocard. Rocard, c'est oui. Rocard, Complot, c'est faut Rocard. privilégier Ah la oui, oui. connerie. Exactement. Il a dit on ne mesure pas assez l'importance de la connerie en politique. Et j'ai tendance, et d'ailleurs ça rejoint ce qu'on a déjà dit plus tôt dans cette conversation, j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de ça. Parce que On en revient à ce qu'on disait Et tout à la l'heure. question hein. se pose aussi pour le système scolaire, parce qu'on me demande souvent, est-ce volontaire de la part de nos élites de laisser couler comme ça le système scolaire système, ouais. Alors, il y a les thèses qui viennent notamment de Michéa, qui consistent à dire que voilà, nos élites ont décidé qu'il y avait juste besoin d'un tout petit groupe de personnes bien instruites pour faire tourner l'économie, et que les autres, plus ils seraient ignorants, plus ça serait de bons consommateurs. Mais ensuite, moi, c'est vrai que, bon, ça, c'est plus la thèse du complot par les élites. J'ai tendance aussi à beaucoup croire dans les grands mouvements historiques, l'idéologie et une forme de bêtise et d'aveuglement général, en fait, qui nous Qu'on a fait connu aller dans dans le d'autres mur. pays. L'idiocratie Oui. touche les élites aussi. Oui. Et d'ailleurs, moi, on remarque quand même avec la Philippe guerre en Murer. Ukraine quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que pendant la campagne de 2017 que j'ai fait avec Marine Le Pen, on disait on veut la démondialisation, on veut faire du protectionnisme. On disait mais vous êtes dingue, vous allez, alors qu'on disait on faisait du protectionnisme progressif. Vous êtes fous, tout va exploser en France. Que font-ils avec la guerre en Ukraine et les sanctions avec la Russie, puis la Chine et tout ce bloc? Ils sont en train de détruire la mondialisation, mais de façon ultra brutale, sans préparation, et ça désorganise toutes nos industries. Donc ce qu'ils dénonçaient en 2017, ils l'appliquent de façon complètement idiote, et c'est extrêmement dangereux. Ça a des impacts très très lourds sur l'industrie allemande, sur la croissance allemande, et en France aussi. Alors, je vous demandais un moment, parce que là, je sens que les gens qui nous regardent vont dire, bon, on fuit dans quelle plage? On va aller où? Vu ce que vous nous décrivez tous, d'abord, nos enfants, ils vont plus apprendre, ils vont devenir analphabètes. Et ils le sont. Et ils vont partir, je ne sais pas où, Ils le sont, en Chine, ou en analphabètes, ils le sont. Chine, ou aux Ils le sont. États-Unis. Alors moi, on va faire une petite plage avec Jean-Luc Andiotti. Ah, on fait un peu de repos. Voilà. Non, on va avoir un tout petit, parce que Jean-Luc Andiotti, on va faire une petite plage de musique, parce que c'est important. Et ça n'empêche pas la lucidité. Vous savez, j'ai une des devises, René Char disait une chose extraordinaire. René Char, le grand poète, il disait « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Oui, c'est En très beau. attendant, on va faire un peu de soleil en musique avec mon ami Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce que tu nous interprètes? Et je vais essayer d'improviser sur ce que vous venez de dire tous. Fais-moi un petit blues. Moi je suis bête, je suis analphabète, je n'ai plus rien à dire et je m'atteins au pire. Et je veux m'évader très loin, jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Et je dirais, faut-il choisir le Frexit ou le Bruxit? Dois-je assister comme ça aux ébats d'Ursula et de Bourla? Ursula et Bourla s'aimaient d'un amour tendre. Ils s'envoyaient des SMS
à 70 milliards de dollars. Bourla, l'important, c'est la dose. L'important, c'est la dose. L'important, c'est la dose. Crois-moi. Et on envoie des gens ad patres connaître un peu plus tôt le paradis. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de résister. Ce n'est pas facile. Mais cher Jean-Luc, fais-nous le blues du Frexit. Voilà, c'était juste un petit air d'impromptu, un petit intermède. Quel talent! Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à ça. Au fond, ce que vous dites tous, c'est vraiment très intéressant parce que vous vous retrouvez tous dans quelque chose, dans cette espèce de presque d'abîme, de crevasse énorme entre ce que pensent les gens, et vous n'êtes pas les seuls, effectivement, beaucoup de gens pensent ce que vous dites est partagé, mais on a l'impression que voilà comme une espèce de chose qui roule. Est-ce qu'on est justement dans cette étrange défaite dont parlait Marc Bloch, où les choses partent, les choses, mais est-ce qu'on peut justement être les grains de sable? Enfin nous, je parle de vous aussi qui nous regardez, hein, sur Omerta, sur le bar d'Omerta. Est-ce que on peut résister? En tout cas, on peut enrayer cette espèce de mécanique qui s'est mise en marche depuis très longtemps. Hein. C'est pas avant l'Ukraine, le Covid avec son management par la peur. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas à notre niveau. Philippe Murer. C'est la politique. Mais le problème qu'on a eu, c'est la trahison de beaucoup de politiques. Donc les gens se sentent abandonnés et ne savent plus où aller. Quand il y avait Marine Le Pen en 2017 qui présentait la souveraineté nationale, qui avait un programme, les gens y croyaient. Gilbert y était aussi, d'ailleurs. Il y avait un énorme engouement autour de ça. Et tout est retombé. Oui, mais c'est retombé, ça. Bah oui. Et ça, c'est retombé à partir du moment où... Mais tout retombe aujourd'hui. Bon, bah finalement, la souveraineté nationale, c'est pas très grave, on va faire ça dans l'Europe. Ouais. Et en fait, il manque... Il y a une volonté, il y a 25-30% des Français qui ont envie de se battre. De plus en plus de gens, on le voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Plus que ça. Il y a une éducation populaire importante, en plus, qui se fait par les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ils veulent les interdire, ils veulent les limiter. Et en fait, il y a une envie de se battre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de mouvement politique pour les citoyens dans lequel ils peuvent se reconnaître et ils peuvent aller. Et c'est ça qui manque. Et dès qu'il y aura cette étincelle qui sera mise en place, vous verrez que ça bougera très très vite. Mais Jacques Beau, et après Gilbert. Oui, je partage l'idée, mais je constate, parce que je suis suisse, vivant en Belgique, mais avec une bonne partie de ma famille qui est française, donc je suis observateur quand même un petit peu de la France. Mais c'est pas un problème d'ailleurs qui est unique à la France, c'est un problème qui va un peu au-delà, qui est peut-être plus marqué, plus prégnant en France qu'ailleurs, mais le problème est que le problème est on a l'impression que les problèmes sont tellement complexes. Là, on a parlé d'éducation, on a parlé d'économie, on a parlé de la politique, on a parlé de l'Europe, on a parlé de la souveraineté, etc. Et on voit que tous ces problèmes, quelque part, sont interconnectés, mais qui sont tellement complexes que, et là, je dois dire, je n'ai jamais encore trouvé ou vu ou identifié un parti politique qui vous donne l'idée de par où commencer. Et c'est ça un petit peu le problème. Parce que c'est une crise de civilisation. Et voilà, donc on est déjà on est à un niveau un petit peu différent. Et moi, j'ai un peu le sentiment, pour répondre à votre question, est-ce que c'est facile, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai le sentiment, et ça rejoint ce que disait Gilbert Collard sur la question de la bureau-technocratie, c'est que on a une quantité de gens qui s'occupent d'arbres et personne qui voit la forêt. Et que tous ceux qui s'occupent des arbres ont l'impression qu'ils font très bien leur boulot.
Et chacun a l'impression de bien soigner l'arbre dont il est responsable. Et c'est pour ça que ça devient très difficile de faire quelque chose. Parce qu'on a affaire à des gens, et c'est probablement la même chose dans l'administration. Si on prend chaque individu dans une administration, qu'elle soit l'éducation nationale ou une autre, chacun a l'impression de bien faire comme un bon petit soldat, exactement la tâche qu'on lui a assignée. Et Jacques Beau, ce qui compte, c'est d'avoir un ministre qui est chef d'orchestre, qui connaît son job. C'est-à-dire qu'au ministre de l'Éducation, il ne faut pas mettre un François Bayrou qui ne connaît rien à l'éducation. Il faut mettre des gens qui connaissent leur job. Donc il faut mettre un Pape Ndiaye. Ou un Pape Ndiaye, voilà, qui connaissent leur job, qui ont des solutions et qui vont résister à l'administration. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental, je pense. Je ne suis pas d'accord avec vous deux, là. Ah bon? Non. Alors, non. Gilbert, non, parce que je ne suis pas d'accord, mais je peux me tromper, hein. Bien évidemment. Hein. On est là pour discuter. Moi, je crois que... Et votre avis m'importe beaucoup là-dessus parce que c'est en lien avec le fonctionnement de la démocratie sociale. Il y a de multiples raisons à la crise. Celles que vous donnez, bien sûr, sont tout à fait recevables. Mais rien, finalement, n'est très nouveau dans la mort de la démocratie. On l'a vécu avec la crise de la démocratie athénienne, on l'a vécu avec la crise de la République à Rome, hein. Mais à ce moment-là, il y a eu la sécessio plebis. Hein. Le peuple a dit, le peuple a trouvé la force de dire, nous on va sur l'Aventin. Et ils ont inventé le tribun de la plèbe. Bon. Aujourd'hui, le pouvoir a réussi ce prodige de déconnecter le peuple de toute forme de passion politique. De déconnecter le peuple de toute forme. C'est là où je ne suis pas d'accord. Voilà, en fait, il faut aller... Vous pensez qu'il n'y a plus de passion politique dans le peuple? Il y a de la haine politique. Mais il y a pas de la haine. La haine, c'est pas le terme exact, la haine. Disons qu'il y a du ressentiment politique. Et puis, il n'y a plus aucun moyen pour le peuple de s'exprimer. Alors, on est dans une dictature élective. Gilbert, je suis d'accord, mais il faut aller un peu plus finement. Parce qu'en fait, on a 20-25% des Français qui sont prêts à résister. Il y a d'ailleurs 40% des Français, dernier sondage sur le Frexit, qui disaient qu'ils étaient prêts à faire le Frexit. Donc ils sont politiques. Tiens compte de tous ceux qui ne votent pas. Tiens compte de tous ceux qui ne votent pas. Il faut partir de cette base des 20-25%. Et après, on ira chercher le ventre mou. Mais le ventre mou, il se déplacera quand il y aura une force importante qui se dégagera de ces 20-25%. Parce que les choses, elles changent par une minorité. Ah, mais l'un n'est pas la majorité. Mais l'un n'est pas la majorité suit la minorité, quoi. Mais là, tu es en train de lancer un appel que je comprends tout à fait à la créature charismatique qui sera capable de chevaucher le pouvoir pour nous sortir de l'abîme, hein, comme une corde qu'on lance. Il n'y a même pas besoin d'un homme providentiel, qui est au fond de l'abîme. Mais regarde De Gaulle, on disait que c'était un charisme extraordinaire. Non, mais De Gaulle, c'est un homme extraordinaire. Quand on lit ses mémoires, on le comprend. Non, c'est un homme. Non. Mais quand on regarde ses interventions, c'est pas la société du spectacle, c'est des discours très simples, très construits, très intelligents. Mais on ne peut plus. On n'est pas dans la même circonstance. Non, mais on ne peut plus. Si tu veux. Je crois que là, je crois que tu commets une erreur historique grave. Je peux me tromper encore une fois, c'est de te reporter à une époque qui n'est plus du tout référentielle. On vit la post-modernité, on vit un monde complètement sans référence par rapport au passé. Complètement sans référence. C'est la première fois dans notre histoire qu'on n'a plus de vocabulaire, on n'a plus de police, on n'a plus de médecine, on n'a plus de frontières, on n'a plus de souveraineté, on n'a plus d'industrie. Gilbert et Colas, est-ce que vous ne jetez pas un peu vite les bébés avec l'eau du bain? Non, il n'y a même plus d'eau pour le bain. Alors bon. Alors non, mais je voudrais demander à Ève. Ève, vous êtes avec les jeunes, avec la génération de demain, ou d'après-demain. Est-ce que vous sentez cette espèce de d'écolement, de décollage, de résignation, ou en fait ça se passe autrement? Dites-moi. Il y a vraiment une ignorance totale des sujets d'actualité. Enfin, la plupart des élèves, ça ne leur parle pas du tout. Alors bon, ils sont très jeunes encore. D'une certaine manière, c'est normal. Mais on ne les sent pas du tout concernés. Et là, par contre, il y a quelque chose de très intéressant dans le discours de Michéa. J'ai parfois ma distance vis-à-vis de ce discours. Mais voilà. Très brillant. Mais il utilise l'expression de crétin militant. Il dit que notre système éducatif est fait pour fabriquer ce type d'individus.
Et effectivement, Des on va crétins avoir militants, une jeunesse assez décérébrée, mais ce qui n'empêche pas du tout une forme de militantisme. On est en train de produire en masse des jeunes qui vont croire avoir des objectifs politiques qui seront complètement de l'ordre de l'obsession. On va, avec tous ces interventions sur le développement durable, sur le lobby LGBT, qui sont faites de manière extrêmement Avec orientée. le woke, avec la cancéculture, Voilà. avec tout ça. Oui. Des gamins qui vont être capables de jeter des pots de soupe sur des Van Gogh, on va en produire à la pelle, en fait. Et c'est Par contre, vraiment. ils ne cherchent pas de solution. C'est-à-dire que ces gamins sur c'est pas l'écologie, constructif, ils ne cherchent pas de Non, solution mais- réelle. Pardon, ce qu'ils pensent, eux, c'est très intéressant d'ailleurs, enfin, on peut après juger, moi je ne fais pas le jugement, c'est que quand ils vont barbouiller la fontaine de Brévis et de Trévis à Rome, ils jettent le noir, ils croient qu'ils luttent justement Oui. contre Mais la en fait, c'est planète, complètement nihiliste parce que ils prétendent, par exemple, sauver la planète, mais en fait, ils le font dans le cadre d'une idéologie qui est complètement extinctionniste, qui dit que la présence humaine sur Terre est simplement négative. Ils vont être je ne sais combien de milliers à être persuadés qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que c'est mauvais Ouais, pour la ça. planète. Ouais, ouais. C'est complètement une force militante, mais qui est complètement nihiliste, en fait. C'est très Jacques, inquiétant. Non, mais je partage, et c'est vrai, ça c'est d'ailleurs très impressionnant de voir ces jeunes filles qui ont 16... bon, elles changeront peut-être d'avis aussi, hein. Il faut, quand on a 15-16 ans, on a des idées, Oui, mais une fois et qu'on a puis à fait une 20 ans... opération de stérilisation... Ah oui, pour mais sauver voilà, la justement, c'est Il n'y a ça. plus de retour en arrière. Le problème, c'est qu'ils font des choses dangereuses Exactement. maintenant. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'on voit que c'est des gens qui ont déjà admis l'idée qu'ils n'avaient pas de futur. Et ça, c'est d'ailleurs, c'était exactement à l'opposé de ce que moi j'ai vécu. On avait des gens qui avaient peut-être l'idée des lendemains qui chantent ou je sais pas quoi, mais qui étaient, je sais pas si c'était les objectifs que moi j'avais à ce moment-là, mais ça fait rien. Il y avait quand même des gens qui avaient une idée, une perspective. Mais pour revenir à la discussion, parce que moi je pense qu'il y a c'est pas antinomique tout ce qu'on dit là. Non. C'est pas du tout antinomique. On le prend probablement à des niveaux différents et avec des angles d'approche différents. Mais moi, je vois rien d'antinomique entre ce que les uns et les autres ont dit ici. Non, d'accord. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je croyais qu'il y a des gens qui s'opposeraient, pas du tout. Mais on et peut sur pas- l'optimisme, moi j'ai Je entendu pas mal de jeunes me dire qu'avec la réforme des retraites, il s'est passé quelque chose et que ça commence à se politiser dans la jeunesse et comprendre qu'il faut prendre leur Non, destin mais il n'y a en pas main. une jeunesse. Ça reste il y a un 2, signal 3, faible, hein. 4 jeunesses. Ça, Il y a oui, des le gens problème, plus. Le problème, bien il est là. entendu. Tu comprends, c'est que- Et le problème on revient, à mon avis, au problème de l'ignorance et du savoir. Parce que, à part ça, j'ai une expérience d'enseignant dans mes jeunes années, mais plus récemment, travaillant à l'OTAN, j'ai eu l'occasion d'avoir des stagiaires qui étaient post-universitaires. Donc, c'est des gens qui ont, a priori, un certain bagage en politique internationale, relations internationales. J'étais surpris de voir l'ignorance totale qu'ils avaient, par exemple, la période simplement de la guerre froide. Et on travaillait à l'OTAN. Donc, on était à l'OTAN, on travaillait. Et on reçoit des jeunes stagiaires. Ils sont ahistoriques. Hein. C'est ça, il n'y a plus d'histoire. L'enseignement de Et ça l'histoire, c'est rejoint vraiment exactement des ce que plus vous catastrophiques. disiez. Ça, c'est le vrai drame, il est Ouais. là. C'est que il n'y a l'histoire dans les livres sacrés hindous, c'est une science sublime et sacrée parce que c'est la seule science dans laquelle tu peux expérimenter ce que fait l'être humain. Exactement. Et ça, c'est fascinant. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce champ Non. historique expérimental. Déjà, l'histoire n'est pas enseignée de manière C'est pour ça qu'on a plus chronologique, d'autres donc il n'y a Pardon, aucun Rappelez, repère. alors, et qu'elles vous disent comment on enseigne l'histoire Ouais, non, ça, aujourd'hui. c'est dramatique. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est... Hein, Oui, on a calqué une mode universitaire sur le système secondaire, donc on a arrêté de faire un enseignement avec des grands événements, des grands hommes. Surtout, on a arrêté un enseignement chronologique. c'est ça. Donc, en fait, ils n'ont aucun repère chronologique, historique. Ils ne connaissent pas les événements, c'est toujours par grandes thématiques. Voilà, quand Dès on est... qu'ils connaissent pas des pans entiers Oui. de l'histoire. Et alors ensuite, C'est ça. par choix idéologique, par exemple, tout l'Ancien Régime est passé sous silence. On n'étudie pas un seul Vous voulez roi de dire la France. France d'avant la Révolution, ça n'existe pas. Oui, pratiquement. vous n'aurez jamais un cours sur François Ier, Clovis, c'est terminé. Le Moyen-Âge est étudié d'un bloc dans un chapitre sur la Méditerranée, rencontre entre islam et chrétienté. Alors, Très j'adore, conceptuel, hein. c'est très vague, donc ça ne permet d'étudier aucun événement comme la guerre de 100 ans ou quoi que ce soit. Puis c'est une manière très pudique
d'évoquer quand même les conquêtes islamiques qui font que l'Espagne a été occupée pendant plus de 7 siècles. C'est une belle rencontre entre islam et chrétienté en Méditerranée. Voilà, on voit vraiment le système. Et ça me dérange pas qu'on parle de vivre ensemble, enfin disons qu'on parle de belles rencontres à la limite. Mais ce qui se passe, c'est que l'histoire... l'occupation pendant 7 siècles de l'Espagne, ça n'a pas été une belle rencontre. Non, ça a été une belle rencontre avec non, mais d'accord. Avec tout ça me dérange pas. Tout ce que la culture arabo-musulmane a pu apporter, mais c'est quand même une occupation. Non, je comprends bien, j'entends bien. Mais à la limite, pourquoi pas le formuler de manière plus positive, pourquoi pas. Le problème qu'il y a, quand parce que je me suis intéressé à ces questions de l'histoire, notamment avec mes stagiaires, pour savoir pourquoi ils comprenaient si peu. Effectivement, n'est-ce pas, un événement se passe parce qu'un autre s'est fait avant. Donc, vous ne pouvez pas commencer à découper l'histoire, à prendre que des thèmes. Si vous n'avez... Il n'y a pas la chronologie. Il y a une chronologie. La chronologie, c'est comme pour l'esclavage. Hein. Pour tout, exactement. Pour tout. Et il n'y a pas que la chrétienté qui a fait de l'esclavage. Et il y a des raisons, pour lesquelles il y avait de l'esclavage. Bien avant la traite chrétienne. Hein. Il y a eu des choses comme ça. Alors, ça ne justifie pas l'esclavage. Parce que, d'ailleurs, on l'a corrigé par la suite. Ça, c'est aussi une chose qu'on a changé parce qu'on a vu que ce n'était pas bien. Donc, ce n'est pas glorifier l'esclavage que d'étudier l'esclavage, mais c'est mieux comprendre le mécanisme qui nous a conduits à le faire et comprendre pourquoi ce n'était pas bien et pourquoi on a évolué vers la société qu'on a maintenant. Mais aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il ne faut pas l'étudier parce que ce n'était pas bien, donc ça n'existe pas. Et c'est ça qui me semble extrêmement pervers, parce que on sait déjà par nos expériences personnelles qu'on apprend des erreurs, mais si on n'enseigne pas les erreurs ou si on n'étudie pas les erreurs, comment voulez-vous qu'on puisse corriger? Donc, pour moi, dans l'histoire, il ne doit pas y avoir de tabou dans l'étude de l'histoire. L'histoire doit être absolument sans tabou. Et on doit en tirer les leçons intelligentes, expliquées, explicables, mais... Oui, mais je me permets juste de préciser que dans les programmes de l'éducation nationale en France, en tout cas, l'esclavage fait au contraire partie des thèmes qui sont assez rabâchés. Hein. Je sais, mais avec une vision, avec une vision très particulière. Voilà, c'est ça le problème, exactement. C'est ça. Oui. Et c'est là où ça devient pervers, parce que tous ces événements, on parle de l'esclavage, mais on pourrait parler de la condition de la femme, on pourrait parler de toutes sortes de facteurs qui ont changé. Parce qu'il y a eu une évolution, parce qu'il y a eu l'histoire, parce qu'il y a eu tout ça. Donc, l'idée qu'on n'ait pas besoin d'étudier une phase de l'histoire parce qu'elle n'est pas belle, me semble aller contre l'idée même d'apprendre, de comprendre nos erreurs et de les expliquer. Des professeurs d'histoire ont eu des problèmes parce qu'ils avaient évoqué des aspects de l'histoire qui n'étaient pas dans le conformisme de l'époque. Hein. Non, mais le problème, c'est Henri Michaud avait il a fait un recueil de poèmes manuels, La connaissance par les gouffres. Il n'y a pas de raison de ne pas assumer les gouffres. On a dû, toutes les civilisations ont eu des gouffres, ont eu des moments terribles, ont eu des moments de massacre, toutes, hein, je veux dire, qu'elles soient du nord, du sud et ailleurs, etc. Il n'y a aucun doute. Ce qui est terrifiant, effectivement, que ce soit sur les traites des rières, on a eu 3. Il ne faut pas oublier, on n'en parle que l'une, mais au-delà de ça, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression, alors moi, je suis peut-être d'un optimisme, je ne dirais pas béat, mais enfin, il n'y a pas de raison que si vous avez cette prise de conscience et qu'on a cette prise de conscience, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas partagée. Est-ce que véritablement, en fait, je vais vous poser la question presque brutalement, est-ce que vous avez l'impression, et je voudrais que chacun réponde, qu'on va vers une entreprise de décervelage organisé, de lobotomie organisée, plus ou moins qui réussira ou pas. On y est. Mais est-ce que tout est non, mais on passe y est. comme si, etc. Alors moi, je vais répondre à votre optimisme, sauf que maintenant, les citoyens n'ont plus confiance dans leur gouvernement, donc plus confiance dans ni leurs dans leurs représentants. médias. J'écoutais France Info, ce qui est extrêmement ni dans rare, leur justice, et c'est ce qu'ils disaient. Ni dans leur police. En fait, ils n'ont plus confiance en nous. Ils ne nous respectent plus, confiance en rien. La violence politique qu'ils décrivent, etc. Et donc, il y a une partie de la population qui se réinforme différemment et qui échappe au décervelage. Et c'est là-dessus qu'il faut compter pour se sauver.
la solution viendra des minorités qui ont envie de se battre. Agissantes, et pas de ceux qui sont dans le ventre mou. Et le ventre mou suivra, parce que fondamentalement, on sent bien que c'est une question de survie, que si on continue comme ça, c'est un problème de survie de la France et de l'Occident en général qui est en train de se désagréger. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis persuadé... Alors il faut attendre, comme disent les historiens, le moment climatérique, hein, Bien sûr. mais je suis persuadé qu'on va vers des bouleversements violents. Et bien sûr. Rien Rien qu'au niveau géopolitique, Jacques Beau ne nous dira pas le contraire. L'Occident est en train de perdre la main, les États-Unis on va perdent la main, même sur le plan, du respect vis-à-vis même sur le plan du monde intérieur, on va se foutre sur la gueule dans peu de temps. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais je suis encore moins optimiste que vous. Parce que je pense effectivement que les gens n'ont plus confiance. Je pense effectivement que les gens, aujourd'hui, cherchent à se réinformer différemment. Et on le voit d'ailleurs dans la désaffection des médias traditionnels et l'intérêt croissant pour les médias non traditionnels, avec le risque qu'il y a des bons médias non traditionnels, puis il y a de mauvais médias non traditionnels. J'entends par là, on peut arriver à avoir une société qui se fragmente encore davantage, et ce qui pourrait conduire effectivement à des confrontations beaucoup plus violentes. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les gens se réinforment en fonction, non pas d'une sagesse qu'ils auraient implicite, mais en fonction de leurs intérêts et de leurs passions. Quand on voit... Alors, peut-être, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je les vois mal, je suis donc un mauvais juge, mais quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression que l'influence des réseaux sociaux est si perverse qu'elle conduit davantage à des clivages dans la société qui peuvent ensuite, qui sont guidés par l'émotion. On le voit maintenant, il y a ce fameux exemple de Dylan Mulvaney aux États-Unis. Rappelez qui est Dylan Mulvaney. C'est un transgenre, où il se prétend transgenre parce que beaucoup lui contestent cette qualité. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Dylan Et alors, il a fait la Mulvaney publicité de Bud Light aux États-Unis, et ça a conduit à la faillite complète de Donc, c'est très bien. Donc, il y a un bon sens populaire. Donc, il y a un bon sens populaire quelque part. Mais il devient confrontationnel. Et c'est là où est le risque. C'est-à-dire que... Ça, c'est les États-Unis, Jacques Beau. Non, parce que on y aux viendra. États-Unis, il y a une forme de sécession. Mais on y viendra. Mais entre les côtes ouest et l'intérieur. En 1789, le rôle des gazettes. Moi, je crois que l'histoire ne se répète pas dans sa linéarité, mais elle se répète dans son psychisme. Parce que entre l'homme préhistorique et nous, il paraît qu'il y a qu'à 60 secondes, quoi, hein, à peu près, hein, du point de vue de l'évolution neurologique. Hein. Bon. Et les gazettes, à ce moment-là, en 89, qui sont lues partout. Parce qu'on a l'impression qu'on découvre les médias intersectionnels et compagnie, mais à l'époque, avec les gens qui se déplaçaient il y avait beaucoup de gens qui ne lisaient pas. Hein. Non, on leur lisait sur la place publique. Attends, les colporteurs. Non, mais c'est passionnant. Il y a une thèse, de doctorat d'histoire là-dessus sur le rôle des colporteurs. C'était phénoménal. Une information, elle arrivait dans la journée. Hein, elle était colportée. Bon, et quand on lit les gazettes de l'époque et les colportages de l'époque, on se rend compte, notamment aussi de Marie-Antoinette, les bobards qu'on racontait sur elle, qu'elle était lesbienne, tout ce qui a été repris du reste au tribunal révolutionnaire à un moment donné, qu'elle couchait avec son fils, etc. Bon, c'est la fake news. Ça fait partie de la fake news. Bon, il y avait déjà Voici. Qui agit déjà, quoi, je veux dire. Bon, alors ça, moi, Ferraud, dans son livre sur la Révolution française, met en évidence un facteur déterminant de la Révolution qu'il appelle le ressentiment. Il dit qu'à un moment donné, quand un peuple est frappé par le ressentiment, tout peut arriver. On est en plein dans le ressentiment. Je veux dire, quand Macron descend les Champs-Élysées dans une solitude sonore chaos-sescouienne, quoi, bon, on y est, quoi. Le peuple ne le supporte plus, le peuple ne veut plus le voir, le peuple ne supporte plus les hommes politiques. Tu as un ressentiment qui est terrible, quoi, qui est terrible. Mais qui est très, très dangereux. C'est très dangereux. Est-ce qu'on en dit d'une autre révolution française Et tout ça est très dangereux. Et je suis d'accord, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des communautés qui se créent une histoire parallèle
Et je repensais à l'exemple qu'on a eu récemment avec l'histoire de l'Égypte revue par Gims avec les pyramides. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Moi, j'ai assisté à une intervention scolaire où un rappeur malien faisait un spectacle devant les élèves et à un moment leur a expliqué que l'Amérique avait été découverte par un roi africain. Mais j'ai vu ça, oui. Et en fait, voilà, vous avez maintenant des gens qui se créent une histoire parallèle en fonction de leurs désirs. Ça est rendu possible par les réseaux sociaux. Qui a raconté que les pyramides avaient déjà l'électricité. Là, c'est pas du tout du bon sens populaire. Cette anecdote terrible, je m'en suis pas remis. Je dîne avec des amis et j'ai en face de moi une brave dame qui me dit « Maître, je n'en reviens pas. » Je dis « Pourtant, vous êtes là. » Elle me dit « J'en suis quand même pas revenu. Je suis allé aux obsèques de ma tante. » Et au moment de l'éloge funèbre, l'employé des pompes funèbres a pris la parole. Et elle nous a lu une lettre que ma parente défunte était censée nous adresser. Et ça donnait ceci. « Bonjour, je suis arrivé là-haut, je suis très bien, ne soyez pas triste, mais j'ai un truc à vous informer, à vous dire. Jésus, c'est une femme. » Mais c'est une histoire vraie, ça. Mais bien sûr que c'est vrai. J'ai vu, comme je ne le croyais pas, elle m'a envoyé le texte écrit de l'employé des pompes funèbres. Il y a eu Hey Woman pour équilibrer le Amen. Absolument. Voilà, Amen. Là, on est en psychiatrie, là, quoi, je veux dire, quoi. Alors j'ai demandé, je leur ai dit, mais vous n'avez pas réagi ? Vous n'avez pas réagi ? Alors, sur le moment, on a tellement été époustouflés qu'on n'a pas osé. Ça reste extrêmement minoritaire, tout ça. Non, le vrai problème qu'on a... Ah non, c'est pas minoritaire. Non, le vrai problème qu'on a, c'est que Klaus Schwab, dans le Grand Reset, l'explique bien. Il dit, les classes populaires et moyennes sont en colère, le ressentiment dont tu parlais, André. Et donc, il ne faut pas parler des luttes sociales, parce que ça nous embête, les milliardaires. Donc, parlons de Black Lives Matter. Parlons du wokisme. Faisons ça. Et en fait, c'est eux qui manipulent tout ça. Ces milliardaires qui sont dans un hubris fou et qui veulent en plus du pouvoir économique, le pouvoir politique d'une certaine manière, ou s'approcher du pouvoir politique, et en fait qui envoient ces poisons dans la société. Ah, parce que tu n'as pas l'impression que ce sont... Tu n'as pas l'impression que le pouvoir financier met en place le pouvoir politique. Si, de plus en plus. Macron, c'est un pur produit de la démocratie, mais tu rêves. Bien sûr. C'est un pur produit de la finance, Macron. Juste un mot par rapport à ça. Juste pour finir, parce que je veux raconter l'histoire qui est aussi belle que l'histoire. Ce matin, nous avons, sur TikTok, on a trouvé une Américaine, je vous raconte ça texto, une jeune Américaine, qui disait, voilà, moi, je poursuis mes parents, elle a attaqué ses parents en justice pour l'avoir engendré. Ah oui, j'ai vu ça. Ils ne m'ont rien demandé. Moi, je suis là. Texto. Non, mais c'est extraordinaire, son truc. Elle disait, voilà, moi, je poursuis mes parents en justice parce que moi, j'ai rien demandé. Et maintenant, je vois que je suis obligé de travailler et de grandir. Alors que moi, j'ai rien demandé. Et elle ajoute, ça qui est vrai. Elle a dit, mais j'ai adopté des enfants parce que j'ai le sens du devoir. J'ai adopté des enfants. Alors on me dit, mais comment tu ne voulais pas, toi, être né, tu adoptes des enfants? Oui, mais eux, ils ne peuvent pas me rapprocher parce que c'est pas moi qui les ai fabriqués. Et elle ajoute ceci, pour vous dire à quel point, mais là, on arrive au... Et elle dit, voilà, je dis aux jeunes femmes enceintes, si vous êtes enceintes, allez voir un consultant psychique, un médium, pour qu'il parle à vos enfants qui sont dans votre ventre pour voir s'ils ont envie de sortir ou pas. Oui, non, d'accord. Si vos enfants n'ont pas on est en envie psychiatrie, de sortir, là. C'est pour ça. Non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus généraliser. Au demeurant, qui a dit mes parents m'ont infligé la vie? Chateaubriand. Et qui a dit de l'inconvénient d'être né Sioran. C'est magnifique. Non, mais il a raison. Mais c'est ceux des minorités. Revenons quand même à la base. À la base, est-ce qu'on n'avait pas l'impression, y compris, chère Ève, avec nous, que les personnes, là, à un moment donné, il peut y avoir des prises de conscience qui vont quand même un tout petit peu relativiser tout ça, ou même beaucoup. Oui, mais ce qui est un peu effrayant, c'est la force du ventre mou et son inertie, en fait. On sait qu'une fois que le vent aura tourné, s'il finit par tourner, tous ces gens vont partir dans une direction différente très facilement. Mais en attendant, c'est une force d'inertie qui est terrible. Pénible, oui. Et il faut aujourd'hui un courage incroyable pour dire des choses qui relèvent des vérités, qui relèvent du bon sens. Mais des choses...
voilà. Comme par exemple. Mais en fait, je dis Quand vous ça. parlez de vos élèves et vous dites du bon sens, ils réagissent comment? En fait, là, je pense simplement au fait que certaines des choses que j'ai déclarées récemment ont fait dire aux gens que j'étais très courageuse. Mais moi, ça m'a paru hallucinant parce que simplement décrire voilà, les réalités du système scolaire comme je le fais, dire qu'on est culpabilisé, par exemple, voilà, si on veut renvoyer un élève, des choses comme ça. Ouais. Et on dit que c'est du courage, alors que, à mes yeux, c'est simplement la description de ce que tout le monde a sous les yeux tous les jours. Et, mais c'est fou de voir comment la parole se modifie ensuite en fonction des situations. Quand on est à peu près en situation de sécurité, tout se dit. Et ensuite, dès que la parole s'élargit, devient un tout petit peu plus publique, déjà, voilà, il y a des choses qui se disent en salle des profs, qui ne se diront déjà plus en conseil de classe, et qui ne se disent, alors là, pas du tout médiatiquement. Voilà, simplement. C'est l'écrasement par la bien-pensance, ça? Oui, complètement. C'est de la terreur intellectuelle. Il y a des choses très franches, très simples qui se disent tous les jours en salle des profs. Et le simple fait de venir les répéter voilà, un peu plus publiquement passe pour un acte de courage, alors que c'est des choses que mes collègues disent, constatent tous les jours et disent sans problème, mais dans un cadre beaucoup plus restreint. Alors c'est quoi? C'est la peur? Qu'est-ce qui fait que les gens se recroquevillent? Aujourd'hui, alors on n'est pas... on critique beaucoup le passé, les régimes de censure qu'il pouvait y avoir auparavant, mais on a vraiment la censure la plus efficace aujourd'hui, c'est le fait que vous allez être détruit socialement à partir du moment où on va vous coller une étiquette réactionnaire ou fasciste de la part de... Voilà. C'est une destruction sociale. Ouais, c'est une forme de totalitarisme qui s'installe par ça. C'est le pilori, c'est le pire. Pour ça, les Américains ont un avantage sur nous, même si leur société est loin d'être parfaite, on est d'accord, mais ils ont un avantage sur nous, ils ont leur premier amendement, qui détermine le droit à la liberté d'expression. Terminé. Et ça, c'est absolu. Et ça veut dire que quand on vous attaque, vous avez le droit. Alors, quelquefois, on en abuse et on en use. Ça, vous êtes le juriste sans doute mieux placé pour moi de le juger. Mais ça veut dire que la liberté d'expression a une réalité, j'allais dire, matérielle. Chez nous, ça tend à être un principe qui peut ou ne pas être appliqué. Dans ce ne peut pas ou peut qu'on définit les gens comme complotistes, etc. Ça dépend des tribunaux. Hein. Voilà. Mais c'est-à-dire que, par exemple, chez nous, par exemple en Amérique, il n'y aurait jamais eu de loi Pleven ou de loi Guesso. Bien sûr. Voilà. Quoi qu'ils sont dedans quand même maintenant. Maintenant ils sont fait vite attaquer pour anti-wokisme, racisme. Oui, c'est vrai. Ce qui est terrible aujourd'hui, ce qui est effroyable même du point de vue de la vie des libertés, c'est que la parole est menacée. Bien sûr. À tel point que, personnellement, en ayant marre des procès en diffamation, je ne sais pas combien tu en as eu dans ta vie, moi j'en suis à mon 25e. Bon, heureusement que je ne paie pas les avocats, parce que bon, j'ai calculé que si je devais payer les avocats, j'en serais à 350 000 euros. Tu te rends compte? Non, mais bon. Il faut être avocat. On a une autocensure. On a une autocensure. Ils ont réussi, et c'est là où vraiment c'est insupportable. Alors que ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Mais bien sûr, la libre communication des pensées, des opinions est un des droits les plus précieux. Dit que la liberté d'expression permet jusqu'à choquer. Et sans liberté d'expression, il n'y a pas de débat. Sans débat, il n'y a pas de démocratie. Il y a tout un champ lexical dans lequel on ne peut pas entrer. Il y a un champ lexical qui est interdit. Maintenant, il va y avoir un contrôle de la parole avec l'écriture inclusive. Et ça, on le sent dans l'éducation nationale. C'est un système de contrôle terrible. On est persuadé. Ça, c'est le nouveau. Moi, pour la parole inclusive. Pour une photo, j'ai eu 8 ans de procès. Hein. Mais le fameux tweet, la réponse à Bourdin. Hein, quand Bourdin avait dit qu'on pouvait nous comparer à Daesh. Et que j'avais montré une photo des exactions de Daesh. En disant le poids des mots et le choc des bobos. 6 ans de procès, 2 levées d'immunité, et une audience en correctionnelle qui a duré de 14h à 20h. C'est un monde de fous, quoi. Il y a un problème de liberté d'expression, c'est clair. Il faut être relaxé à la fin. Mais le plus rigolo, c'est qu'enfin, moi je veux dire, et de l'autre côté, quand on arrive à dire... par exemple, et je l'ai dit, par exemple, moi, Berkoff ou monsieur
Monsieur Jacquemot ou Monsieur Philippe Heurer ou Monsieur Gilbert Collard, à votre avis, je répète toujours ça, quelle est votre chance d'avoir un cancer de l'utérus? À votre avis, quelle est la probabilité? Eh bien, que vous écoute, ayez un cancer de l'utérus? maintenant, comme moi, je veux être tranquille, je te dirais qu'il y a un risque. Ah oui, c'est ça. Tu es protégé comme ça. Prudent. Et comme Madame Eva Garland aurait un cancer de la prostate, commencé, voilà. Non, mais je veux dire, ça, c'est effectivement les caricatures. Mais moi, je reviens quand même à... Est-ce que juste pour... Moi, je voudrais qu'on parle un peu du facteur humain. Moi, je suis très frappé, je reviens à ça, c'est que je crois que des hommes et des femmes, effectivement, on revient aux minorités dont parlait Philippe Murer, peuvent changer des choses. Je prends un exemple très précis. On aime ou on n'aime pas Elon Musk, il rachète pour 44 milliards de dollars Twitter, il a les moyens de le faire, il le fait. Sortent toutes les histoires du FBI qui cachaient toute l'histoire de Trump et des élections de Trump et de la collusion, la fausse totale collusion, on n'aime pas Trump, entre la Russie et Trump, qu'avaient lancé Obama et Clinton au moment de la campagne de 2016. Il y a eu quand même quelque chose de très très important là, c'est-à-dire que les poupées russes ont sauté. Et ça, c'est parce que quelqu'un, sinon ça aurait été complètement couvert, parce que quelqu'un a dit... Et je crois qu'il y a des moments comme, et ça, je ne compare pas, comme Solzhenitsyn, dans l'archipel du Goulag, a révélé, lui, mais il l'a payé de sa chair, l'état profond de ce qu'était l'URSS. Il fallait quelqu'un qui fasse ça au niveau de l'archipel du Goulag. Un Elon Musk, à sa manière, parce qu'il avait les moyens financiers de le faire, a révélé notamment ce qui est en train de se passer, qui va sauter avec Hunter Biden et la famille Biden et la corruption fantastique qui s'est passée notamment avec l'Ukraine. Donc c'est possible. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que le facteur humain peut jouer un rôle? Oui, mais on parle de quelqu'un qui a dépensé, comme vous l'avez dit, 44 milliards de dollars. Donc on n'est pas à la portée du premier venu quand même. Et qui s'est acquis finalement un outil central de communication dans le monde. Et c'est la raison d'ailleurs pour ça qu'il a pu faire sortir tout ça. Donc on est dans un contexte vraiment extraordinaire au sens propre du terme. Oui, mais c'est l'impondérable. C'est le fait que quelqu'un, un milliardaire auquel on n'aurait pas attendu ça, milliardaire, en fait, se battre sur la démocratie, milliardaire, la liberté ce n'est d'expression. pas un révolutionnaire. Il vit du contre-système. Tu comprends le problème, il est dialectique aujourd'hui, comme toujours du reste. C'est que tu as d'un côté le système qui nous techno-bureaucratique qui nous étouffe, et de l'autre tu as des gens qui rentabilisent le contre-système. Mais c'est le même système. Non, lui, ça lui, non, lui il ça le lui coûte de perturbe. l'argent. Je suis pas d'accord. Non, mais d'accord. Enfin, avant qu'il ait des dettes. Ah ben il a des dettes. Non, mais avant qu'il soit en difficulté financièrement. Non, mais pardon, Gilbert. À ce moment-là, Gilbert Collard. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Non, c'est pas. S'il n'y a pas des gens qui peuvent perturber le système, ils peuvent. Mais moi, je suis. Non, mais attends. Qu'on se comprenne bien. Moi, je suis tout à fait pour qu'on perturbe le système. Mao, il a pris le pouvoir quand la première fois où ils sont réunis, ils étaient 8. 8. Qui ça? Mao. Oui, ils étaient 8. Bon. Après, donc, rien n'est désespéré, si tu veux. Si on arrivait à se réunir entre gens motivés, désintéressés, convaincus... Mais il y en a. Mais il y en a très peu aujourd'hui. Mais Gilbert, pareil pour la réunion, pour les communistes. Les bolcheviks prennent le pouvoir, ils sont extrêmement peu nombreux, c'est un tout petit groupe. J'ai pas du tout envie de... Moi, j'ai rien à voir avec le communisme. Quand Lénine prend le pouvoir, c'est que le pouvoir est prêt à tomber. J'allais vous dire simplement, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il ne s'agit pas de juger des régimes, combien étaient les bolcheviks en 1910 en Russie? Mais une minorité, 200 peut-être, maximum combien 800. Combien étaient les nazis en 1910 en Allemagne? Ah bah, oui, en 1910, inexistant. Ouais, c'est exactement. 24. Combien étaient les fascistes en 1910 en Italie? Inexistant. Ça veut dire que pour le meilleur et pour le pire, en 39, quoi. Voilà, ça veut dire qu'une minorité agissante peut changer les choses. Ils sont là aujourd'hui. C'est ça. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des minorités agissantes. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Moi aussi, mais alors il y a quelque chose qui me gêne. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui me gêne. Je n'arrive pas à le définir convenablement, mais c'est qu'il y a une espèce de castration des courages, tu vois. On a l'impression qu'il y a une espèce de fatigue je ne sais pas si c'est le monde moderne qui a fait ça,
Si c'est... La crise dure depuis trop longtemps. Voilà, quand tu vois, par exemple, moi je vois très bien autour de moi, quand tu dis à des jeunes, bon, il faudrait, les gars, vous motiver, il faut demain aller à tel endroit, qui est-ce qui paye l'essence? Mais ça, c'est la conséquence de bon, l'individualisme non, je peux moderne. je peux pas Gilbert, regarde, l'aventure Zemmour, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Zemmour a donné un énorme espoir à toute une partie de la population. D'ailleurs, il est monté à 19% les sondages en 3 mois. On n'avait jamais vu ça. Parce Et en que fait, les gens envie. sont prêts à venir quand Bien ils ont sûr. l'étincelle qu'il y a le mouvement. Alors, D'accord. je reviens sur ce que dit Ève. C'est vrai que le problème actuel, c'est pour faire du collectif, il ne faut pas être dans l'égocentrisme. Mais voilà. La période est égocentrique et c'est ça qu'il faut Alors ça, casser tu as tout à fait avec des raison. gens qui ne sont pas égocentriques, Tu as qui tout à sont fait prêts à monter. C'est qu'il y a du collectif. alors, cette société a provoqué un hyper-narcissisme qu'elle oui. cultive volontairement, parce que c'est un bien véritable sûr. instrument de guerre, le narcissisme, et qui rend peut-être impossible cette espèce de communauté de combat. Quoi. Mais pourquoi? Alors là, on revient, pardon, je vais vous dire un truc. Moi, une théorie, enfin, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de la racaille d'en bas, les violences, mais on ne parle pas de la racaille d'en haut. Bien sûr. À partir du moment où tu segmentes les gens en individus, tu en formes que des consommateurs, Oui. et c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai été extrêmement frappé, pardon, on aime ou n'aime pas, mais Assa Traoré, tu sais, le mouvement Black Lives Matter, et l'égérie de Louboutin. Tu as Iseult, la chanteuse de rap, et l'égérie de L'Oréal. Tel ou tel. C'est le contre. Tu vois, c'est le c'est-à-dire, système qui répond au système. Ça. Et tel ou tel, et c'est Valentino. C'est-à-dire que moi, si je suis une bonne entreprise, je me dis, bah, je vais choisir les icônes de la Révolution et je vais les étiqueter. C'est classique, c'est la société du spectacle. Mais à un moment donné, on turbule. Qui vont être les prochains turbuleurs des systèmes? Mais en même temps, quand on voit, par exemple, alors revenons juste là-dessus, quand on voit ce que provoque en dynamique, et Jacques Beau en parle très bien dans son livre, justement dans son plus récent livre, là, Ukraine, guerre et paix, c'est-à-dire que ce qu'on a vu de Russie-Ukraine depuis un an et demi, mais c'était bien avant, a cristallisé le monde multipolaire qui est en train d'advenir. Donc, il y a quelque chose, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, on ne fait pas de jugement moral, mais ça se crée, la dédollarisation du monde. Qui aurait pensé il y a encore un an que la Chine, que l'Arabie Saoudite vendrait en yuan du pétrole à la Chine? Non, mais je veux dire, le dollar était la monnaie incontournable absolument de ce monde. Et qui Vous aurait pouvez pu, pas faire une transaction. penser que l'Allemagne reprendrait le leadership en Europe? Etc. Voilà. Eh ben Mais oui, ouais. maintenant Donc, l'Europe, je suis désolé de le encore dire, que mais l'Allemagne n'est elle pas est très bien allemande. en ce Hein. moment. Ouais. Mais il y a des bouleversements aussi majeurs, c'est le bouleversement démographique dont on ne parle pas. C'est-à-dire que en Europe, on a une démographie très faible en moyenne, on est à 1,3, 1,4, sauf en France et au Royaume-Uni où ça tient à peu près encore. Aux États-Unis aussi. Mais en Asie, il y a une catastrophe démographique qui est en train d'arriver. La Corée du Sud, qui est un pays extrêmement puissant, celui qui a le plus réussi dans le modèle libéral, eh bien, 0,8 enfants par femme. Ce qui veut dire qu'on divise par 7 la population en 3 générations. Donc c'est une catastrophe et un abîme. La Chine, quelque chose de très important, et j'ai l'impression que les stratèges américains l'ont pas compris, c'est qu'il suffisait de prendre leur temps et d'attendre. La Chine, dans les 25 ans à venir, va perdre entre un tiers et la moitié de sa population active. Donc des problèmes gravissimes au niveau économique, au niveau de l'équilibre de la société, qui va énormément fragiliser la Chine. Je suis Alors, peut-être Jacques plus, Beau, je suis peut-être plus quand dit nuancé le- sur la Ouais. Chine, parce que la Chine, ils avaient déjà une politique d'enfant unique qu'ils ont relaxée, puis ensuite qu'ils ont... etc. Je pense que les Chinois sont beaucoup plus attentifs à ce problème que nous ne le sommes en Oui, Occident. sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à le gérer. Je pense pas que c'est... Regardez d'abord, vraiment, le nombre de naissances, c'est la catastrophe, c'est l'effondrement. Maintenant, ils ont... bah, Enfin, ils ont d'abord, un milliard et il faut, demi, hein. il faut voir une chose, c'est que c'est une société, ils savent très bien qu'ils ont passé d'une société qui est presque paysanne, si j'ose dire, Bien sûr. à une société qui est urbaine et bourgeoise en quelque sorte. Et c'est ce passage-là qui généralement fait tomber. D'ailleurs, c'est le problème qu'on a dans la plupart des pays occidentaux aussi. La plupart des pays industrialisés, vous avez la natalité qui est tombée à cause de ce phénomène-là. Mais je pense que, disons, je ne veux pas préjuger maintenant des Chinois, je n'ai aucune affiliation avec le Parti communiste chinois, et je serais bien incapable de dire ce qu'ils ont en tête. Mais j'ai le sentiment, moi, je ne parierais pas trop pour ou contre les Chinois, parce que je pense que c'est des
c'est des stratèges, c'est des gens qui ont le temps. Ils sont capables d'avoir des très long terme. Non, mais oscillations. alors Jacques, vous pouvez rien faire contre la démographie, les choix des gens. La Corée du Sud, je crois j'ai lu un article de presse où ils ont dépensé 200 milliards d'euros pour essayer de remonter la natalité sur période de temps long. Ils n'ont pas réussi. Ça baisse. Et la Chine n'arrivera pas à remonter sa natalité. Je ne sais pas. Parce que c'est une question de mentalité. Ils ont Alors, essayé, ça ne marche pas. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. C'est la dernière, puisque nous arrivons un peu à la fin de l'émission et avant qu'on se suicide tous, parce qu'on sent que c'est... Regarde, voilà, on a là. les instruments, Voilà. les meilleurs instruments pour suicider. N'oublie jamais ce que disait Pierre Dac, je préfère le vin d'ici à l'au-delà. À l'au-delà. C'est très beau, ça, oui, oui. Donc, non, je voudrais vous... Alors, Et la messe sera célébrée par le père Pinard. Ah, très joli, absolument. Je voudrais vous poser une question très simple. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au moment où nous parlons, à l'été 2023 qui arrive, est-ce que vous êtes modérément optimiste ou furieusement pessimiste? Ève Baguerland. Je balance entre les deux constamment, je dirais plutôt. Vous balancez entre les Ouais. deux. Je passe de l'un à l'autre. Ah bon? Jacques Beau. Alors moi, c'est les deux, mais avec un déphasage dans le temps. Je suis pessimiste dans le moyen terme, dans le sens où je pense que la dynamique qu'on a, elle va continuer pendant un moment, mais j'ai l'espoir, c'est le côté optimiste, que les esprits vont se réveiller le jour. Alors on sera peut-être très bas, ça c'est possible, alors, ça je veux bien. Mais vous savez, quelquefois, en allemand, on parle de Schadenfreude, n'est-ce pas? Donc, on a un certain plaisir à voir les dégâts parce qu'ils peuvent être aussi générateurs de conscience. Et peut-être j'ai une conception un peu darwinienne de la société. Je me dis finalement, les imbéciles disparaîtront. La sélection naturelle. Il y a une sélection naturelle qui doit se faire. Non, c'est un peu cruel de l'exprimer comme ça, mais on est, je pense, trop... notre société, elle est trop individualiste, elle est trop narcissique, enfin, tout ce qu'on a dit, ce narcissisme permet l'éclosion de la bureau-technocratie, parce que, justement, les gens ne s'intéressent pas à la vie publique, qui laisse aux autres, le soin de les administrer. Ouais. Il y a cette relative inertie qui fait que finalement les gens sont plus intéressés sur l'image qu'ils ont sur les réseaux sociaux plutôt qu'à l'intérieur de leur cervelle. Et vous avez d'ailleurs, moi je suis quelques chaînes sur YouTube qui font la critique justement de l'idiocratie aux États-Unis. Il y a des choses qui sont assez impressionnantes. Et moi je prétends que ça, à terme, enfin, ce déclin... Alors, optimiste ou pessimiste? Alors, pessimiste à moyen terme et optimiste à long terme. Philippe Murer. Pareil, je pense, moi, plutôt court terme qu'on va continuer à la descente. De toute façon, elle est engagée et elle est obligatoire vu l'incompétence, la corruption de nos dirigeants. Ça va continuer. Et au bout d'un moment, il y aura un rebond. Je pense qu'il y aura un rebond. Gilbert Collard. Je m'en fous. D'accord. Vous en foutez parce que... Vous dites, moi... Mais je m'en fous, de toute façon... Après moi, le déluge. Non, c'est même pas ça, c'est... Non, le déluge... Non, je m'en fous, parce que de toute manière, il arrivera ce qu'on prévoit pas, il n'arrivera pas ce qu'on prévoit. Bon, Albert Londres disait, comme on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. Bon, on peut se la servir, celle-là, voilà. Eh bien, écoutez, buvons à votre santé, buvons à notre santé, buvons à l'avenir. Allez, et vive l'avenir. Et l'avenir sera toujours, il n'est pas ce qu'il était. Et soyons optimistes. Mais avec le vin rouge, on l'est. Jean-Luc, vas-y. C'est pour toi, Marseille. Ah oui. Personne d'entre vous ne peut chanter. Aujourd'hui Gilbert. peut-être. Mais chante faux. Tu chantes pas. Aujourd'hui peut-être. demain. Pourquoi pas demain? Vas-y. Et non, je ne peux pas chanter faux. J'adore chanter, mais je chante faux. Par contre, je connaissais pas tes talents d'improvisateur. Hein. Oui, ça c'est quand même pas mal. Hein, ça c'est une découverte. Je fais du rap. C'est une Je fais du rap. Tu fais du rap. Allez. Allez. Gilbert. Je fais du rap. Bien. Je fais du rap.
Et on va faire du rap tous les deux. Vas-y alors. Allez, allez. Allez, vas-y, viens. Vas-y. Aujourd'hui, peut-être, si je veux être le maître de ce pays qui part en quenouille et je te casse les couilles, viens donc me voir, Macron, si t'es bon. Moi, je suis le roi de la nique et je te pique. Très joli, très joli. Alors, on peut le faire plus poétiquement. Avec Berkoff, quand c'est pas off, on n'est jamais chez les bofs, parce que c'est un mec qui vaut Michel Strogoff. Et jamais un coup de dé n'abolira le collard, comme disait Stéphane Mallarmé. Et je voudrais ici saluer la Marie Curie de l'enseignement, l'Olympe de Gouges du collège, la résistante absolue de l'enseignement de la littérature. Et comme disait Antoine Blondin, rien ne vaut les littératures, comme vous le savez. Et je voudrais saluer Jacques Beau. Jacques Beau, c'est le Sun Tzu de la Baltique, le Balthazar Gracian du côté de l'Ukraine, le Machiavel de Kiev. Et je voudrais saluer Philippe Murer, l'économiste qui sait compter jusqu'à 4 au moins, 8 au plus. Et je voudrais saluer toute l'équipe de l'Omerta, toute l'équipe du Omerta, Tatiana, Jean-Luc Andiotti, notre pianiste préféré. Sans lui, il n'y aurait pas de bar. Vous savez qu'un bar sans pianiste, c'est Barbès sans Rochechouart, c'est Erckmann sans Chatrian. Voilà, il est là. Et puis, je voulais vous remercier tous. Donc, abonnez-vous à omerta.fr. Et puis, abonnez-vous à YouTube. Et puis, rendez-vous au dernier verre, qui ne sera jamais, je vous le dis, le dernier, car nous serons toujours là. Merci. Et merci à vous. Merci.